Bonsoir et bienvenue dans les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Plusieurs sujets sont au programme de ce soir. Dans la deuxième heure, nous allons conclure l'enquête que j'ai commencée il y a quelques semaines sur le tombeau de Jésus qui aurait été retrouvé quelque part dans la banlieue de Jérusalem. Un tombeau datant de l'époque du Christ avec à l'intérieur des cercueils portant les inscriptions suivantes. Jésus, fils de Joseph, Marie-Madeleine et enfin le quatrième et dernier cercueil portant cette inscription tout à fait surprenante, Judas, fils de Jésus. Deux archéologues seront avec nous pour voir plus clair dans cette affaire, mise à jour par le réalisateur américain James Cameron. Dans la première heure, en revanche, des Aventuriers de l'étrange, nous allons partir en Allemagne au début du XXe siècle, exactement à Berlin, où des scientifiques se sont réunis pour étudier un cheval nommé Hans. Ce cheval était capable de réaliser des prouesses mathématiques hors normes et bien d'autres choses. Alors pour découvrir ce dossier tout à fait étonnant, je reçois Vinciane Desprez. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes en direct sur Sud Radio depuis la Belgique. Vous êtes psychologue et philosophe, auteur d'un livre intitulé Hans le cheval qui savait compter. Le nom de l'éditeur, c'est Les empêcheurs de penser en rond. Vous allez donc nous décrire par le menu toutes les expériences qu'a subies ce cheval, parler un petit peu des expériences qui ont été menées, comment le protocole a été monté, les protocoles des différentes expériences et puis surtout ce que ça a donné comme résultat, des résultats tout à fait étonnants. Vous nous expliquerez ça durant la première heure de cette émission. Vous le savez, vous qui nous écoutez, vos commentaires sont les bienvenus, vos réactions également, vos questions. Vous pouvez passer par le biais du standard où Morad vous attend au 0826 300 300, 0826 300 300. Vous pouvez également nous envoyer vos textes, vos questions, réactions, commentaires par SMS sur votre portable. Vous tapez Sud, vous laissez un espace, vous rédigez votre texte et vous envoyez le tout au 71 200. Ça arrive directement sur l'écran d'ordinateur que j'ai sous les yeux et c'est moi qui serai votre porte-parole avec grand plaisir. Sud Radio, samedi et dimanche, 22h minuit, Louis Bénédit, les Aventuriers de l'étrange. La psychologue et philosophe Vinciane Desprez est en notre compagnie dans les Aventuriers de l'étrange ce soir avec un livre donc qui s'intitule Hans le cheval qui savait compter, paru aux éditions Les Empêcheurs de penser en rond. Vinciane Desprez, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi une philosophe et une psychologue telle que vous avaient été passionnée, intriguée au point de faire des recherches très pointues, d'écrire un livre par ce dossier étonnant concernant ce cheval qui s'appelait Hans? La raison en est simple, c'est que en fait tous les psychologues connaissent l'histoire de Hans, ouais. Parce qu'en fait c'est un véritable fantôme qui règne dans les laboratoires, dans la mesure où en fait on est tout le temps en train de rappeler aux psychologues en formation, donc ça fait partie de la fabrication de ce que veut dire être psychologue. Ouais. On est tout le temps en train de rappeler aux étudiants, faites attention à l'effet Cleverance, vos attentes, vos émotions, votre corps, enfin bref, si vous ne contrôlez pas parfaitement votre sujet dans votre démarche expérimentale, vous risquez finalement d'obtenir comme réponse un artefact, c'est-à-dire vous risquez d'obtenir comme réponse quelque chose que vous aurez vous-même induit chez votre sujet. Et c'était tellement omniprésent que je me suis dit, mais finalement, ça c'était la première raison finalement, mais pourquoi est-ce que Hans était tellement interpellé dans la fabrication des psychologues? Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça voulait dire simplement que Hans était un peu utilisé non seulement comme un fantôme, mais comme un fantôme à faire peur. Ouais. C'est-à-dire comme quelque chose où il faudrait plus de purification dans chacun des laboratoires. Et le psychologue Robert Rosenthal, par exemple, qui est devenu l'espèce de cavalier qui a décidé de monter sur Hans, mais dans les années 60, donc à peu près 60 ans après l'affaire Cleverance, et celui qui a dit il faut plus de purification, il faut se méfier des relations, et finalement donc ce sont toutes des mots d'ordre qui ont fait disparaître les relations du laboratoire. C'était la première chose. Et la deuxième qui m'avait intriguée, alors là c'était beaucoup plus amusant, c'est que je constatais que dans tous les comptes rendus de l'affaire Cleverance, en fait les gens racontaient des choses très très différentes.
Robert Rosenthal racontait à quel point finalement ce qui avait intéressé les gens qui avaient travaillé autour de Hans, c'était le problème des attentes, et de montrer comment les attentes finalement atteignent le sujet et créent des artefacts dans le laboratoire, alors que Rémi Chauvin disait, en revanche, pas du tout. L'affaire Clever-Hans, et c'était amplement démontré à l'époque, montre que les animaux sont capables de télépathie. Et en fait, je me rendais compte que selon les auteurs, Hans était censé témoigner pour quantité de choses tout à fait différentes. Et je me disais, mais c'est impossible qu'il ait pu témoigner d'autant de choses à la fois. Ouais. Et donc, je me suis dit, mais je vais retourner à l'affaire elle-même et voir, mais de quoi il devait témoigner? Remontons à la source, quoi. Oui, tout à fait. Et remontons à l'enquête de départ en me disant, mais finalement, qu'est-ce qu'on lui a demandé à celui-là? À ce pauvre cheval. Oui, exactement, oui. Alors, justement, décrivez-nous ce cheval et son propriétaire, Willem von Oster, hein? Oui, von Osten. En fait, ce cheval avait 4 ans en 1904 à Berlin. Et ce qui s'est passé, c'est que donc il avait été éduqué par Willem von Osten, qui était un notable prussien habitant à Berlin, et qui était en même temps un professeur retraité du gymnase de Berlin, donc de l'institut de formation qui correspond au lycée. C'était un professeur de mathématiques. Et ce professeur de mathématiques avait décidé d'apprendre à compter à son cheval, donc de lui apprendre les racines carrées, de lui apprendre l'addition, il avait commencé par l'addition, la soustraction et la reconnaissance des chiffres. Oui, oui. Et il avait utilisé toutes les techniques qui étaient à l'époque recommandées pour l'apprentissage des mathématiques chez les jeunes enfants. Et puis comme ça avait l'air de bien marcher avec Hans, il avait continué, il lui avait appris à reconnaître les couleurs, à reconnaître des gens sur des photos, à reconnaître les lettres de l'alphabet, à pouvoir épeler des lettres, et puis à reconnaître le jour, le mois, les dates, enfin bref, Hans était devenu vraiment omnicompétent. Et ce qui s'est passé, c'est que Monsieur von Osten faisait chaque jour une répétition avec Hans, l'entraînait, lui faisait faire des exercices dans une cour intérieure d'une rue du nord de Berlin, et ça a commencé à se savoir. Et donc les gens ont commencé à venir voir ce fameux Hans qui avait l'air si intelligent, oui. Et puis ça a fini par se savoir, et puis la foule est devenue de plus en plus nombreuse pour assister aux performances de Hans qui comptait, qui reconnaissait des couleurs, enfin qui faisait des choses extraordinaires. Et puis ça a fini tellement par devenir de notoriété publique qu'un militaire qui était spécialiste des chevaux, le général Zobel, si je me souviens bien, a fini par écrire un article qui a eu un grand retentissement dans un quotidien local de Berlin. Et là, ça a attiré énormément de monde. Et puis, une controverse en est suivie. C'est-à-dire que les gens disaient, mais bon, il y avait une partie des gens qui étaient venus voir Hans et qui trouvaient que c'était formidable et que ce cheval était vraiment un génie. Et puis, une autre partie qui n'était pas nécessairement venue voir Hans ou qui était venue le voir mais qui restait sceptique disait, mais enfin, c'est quand même pas croyable que M. von Osten arrive à attraper, à duper autant de monde. C'est quand même incroyable. Oui, c'est un prestidigitateur hors norme ou alors un dresseur hors norme, quoi. Alors, ce qu'on suspectait, évidemment, donc il faut dire que Hans comptait, il faut peut-être le préciser, c'est que quand on lui posait la question, par exemple, à Hans, on lui disait 3 plus 2 plus 3 et 2, parce que le plus, il ne connaissait pas, c'était le et. Oui. 3 et 2 ou 3 et racine de 16, etc. Hans martelait avec son sabot sur le sol. Oui. Et la suspicion était que M. von Osten envoyait à Hans des signaux que personne ne percevait, lui disant quand commencer et quand arrêter. Or, personne, justement, ne les avait perçus. Et est arrivé sur la scène de toute cette affaire-là un zoologiste, à un moment donné, qui s'appelait M. Schillings. Et M. Schillings était de réputation internationale, à la fois comme voyageur exotique, c'est-à-dire qu'il avait beaucoup visité l'Afrique, et à la fois comme zoologiste de bonne réputation. Oui. Et M. Schillings affirme que M. von Osten ne triche pas, et lui-même se met à interroger Hans, et Hans répond parfaitement bien à M. Schillings. Là, donc, ça devient un peu plus complexe. Ça devient tout à fait complexe et trouble, mais la controverse continue néanmoins. Et donc, une partie de la population berlinoise et autres, parce qu'il y a plein de scientifiques qui ont été intéressés à cette affaire-là, s'intéressent à Hans et pensent que Hans peut vraiment compter. Et une autre partie dit, mais enfin, on voit très bien que non seulement on avait un tricheur, mais maintenant que le tricheur a un complice. Et que nous n'avons que des dupes à Berlin. Et alors, en fait, on peut un peu comprendre les choses dans les enjeux qui se présentaient à cette époque-là. Mais il y avait des gens qui trouvaient intéressant que Hans puisse compter. Notamment, Darwin il n'y avait pas tellement longtemps que Darwin venait de sortir ses bouquins.
Et donc, les gens qui étaient passionnés par l'hypothèse darwinienne d'une continuité de l'intelligence entre les hommes et les animaux se disaient, mais finalement, c'est normal qu'un cheval compte. Oui, pourquoi pas, après tout. Un cheval exceptionnel, envisageable. Et si on n'avait pas remarqué jusqu'à présent, c'était parce qu'on n'avait simplement pas demandé. Et là, bon, je n'irai pas jusqu'à dire que compter était important pour un cheval, mais l'idée qu'une compétence n'apparaît que quand on a l'idée de l'interroger, ça c'était une excellente idée. Donc les gens n'avaient pas tout à fait tort dans cette affaire-là. D'autres personnes disaient, alors bon, du côté des zoologues, donc il y avait un soutien, en fait, il y avait un soutien à Hans, il y a en tout cas l'hypothèse selon laquelle il pouvait compter, et en même temps, ces gens se disaient, mais on a ici un superbe soutien à la théorie darwinienne qui était quand même en train de se stabiliser. Du côté des pédagogues, on avait aussi des gens qui soutenaient Hans. Pourquoi? Parce qu'ils disaient, voilà enfin la preuve que nos méthodes pour apprendre les mathématiques aux enfants sont excellentes et sont tellement pertinentes qu'elles marchent avec un cheval. Donc ça, c'est du côté de ceux qui étaient convaincus. Et puis, donc Hans se servait d'alibi politique, quoi, en quelque sorte. Ah, tout à fait, oui. Et il y avait même une troisième catégorie de personnes qui étaient extrêmement intéressées. Ce sont les gens qui travaillaient autour des phénomènes parapsychiques. Et qui se disaient, finalement, peut-être que Hans ne sait pas compter, mais s'il ne sait pas compter, c'est peut-être la preuve, en effet, que les animaux sont dotés de certaines capacités qui leur permettent de lire dans l'esprit des humains. Parce que si Hans ne pouvait pas compter, et que Von Osten ne trichait pas, donc il fallait exclure les deux hypothèses, la troisième était la suivante, c'est que Hans était doté de pouvoirs télépathiques. Et donc cette controverse, finalement, réunissait énormément d'enjeux. Mais de l'autre côté, il y avait les psychologues qui n'avaient pas du tout envie d'avoir affaire à des affaires miraculeuses de ce type-là. Donc un cheval qui sait compter, ça n'arrangeait pas les psychologues qui voulaient rationaliser leur domaine et justement exclure et se débarrasser de toutes ces choses un petit peu problématiques comme la télépathie, la parapsychologie, les animaux extraordinaires de la fin du 19e siècle, parce qu'il en pleuvait des animaux extraordinaires à la fin du 19e siècle, et ça les psychologues n'en voulaient plus, parce qu'ils étaient en train d'essayer de montrer que leur champ était sérieux, scientifique et professionnel. Et ça mettait à mal, évidemment, toutes les théories qu'ils avaient élaborées, ou qui étaient en place à cette époque-là, évidemment. Et notamment, par exemple, enfin, il y a eu, et ça le philosophe William James le montre très bien, il y a une théorie, par exemple, qui est extrêmement importante pour les psychologues et les philosophes de cette époque-là, c'est la théorie du sujet et du jeu. Eh bien, si on imagine qu'un cheval peut compter, vous détruisez toute cette théorie du sujet et du jeu. Parce que vous détruisez, évidemment, qu'est-ce qui est constitutif du jeu et du sujet en Occident? C'est notamment, il n'y a pas que cela, mais c'est notamment le rapport à l'animal et le rapport de non-identification à l'animal, le rapport d'immenses différences, de hiatus et de rupture totale avec l'animal. Donc si vous mettez des chevaux qui savent compter dans cette affaire-là, vous commencez à compromettre ce rapport-là. Mais aussi le rapport du sujet à lui-même en tant que psyché bien fermée sur elle-même et dont les compétences sont extrêmement bien reconnues, bien élaborées et pas d'histoire comme de la télépathie, des choses comme ça. Donc Hans compromettait totalement le savoir des psys, en quelque sorte, et les obligeait à se mettre en question, ce qu'ils n'ont pas fait. Bon. Il faut quand même le dire, ce qu'ils n'ont pas fait. Vinciane Desprez, on fait une pause et on se retrouve dans quelques instants pour rentrer un peu plus avant dans votre livre, parce que vous avez eu la bonne idée de l'écrire comme un roman, en fait, et ce qui le rend tout à fait accessible vraiment à tout un chacun, tout en développant des théories vraiment intéressantes. On comprend un petit peu l'évolution, la construction intellectuelle tout au long de ce livre. On va y revenir et vous nous expliquerez à quelles expériences, de manière chronologique, a été soumis ce cheval ainsi que son propriétaire. Contre-expérience, enquête, contre-enquête, les conclusions des différentes enquêtes et les différentes expériences auxquelles ce cheval a été soumis. À tout de suite donc sur Sud Radio dans les Aventuriers de l'étrange avec Vinciane Desprez, mon invité. Je vous rappelle que tout à l'heure, dans la deuxième heure, je recevrai deux archéologues, dont un qui a fouillé autour de Jérusalem et qui est spécialisé dans les tombes de Judée. Il sera donc avec nous tout à l'heure pour clôturer l'enquête concernant le tombeau de Jésus dont James Cameron a parlé il y a quelques semaines. Sud Radio, samedi et dimanche, 22h minuit, Louis Bénédy, les aventuriers de l'étrange. Premier dossier, Hans, le cheval qui savait compter. Nous sommes au début du XXe siècle à Berlin, en Allemagne. Hans, le cheval qui savait compter, c'est le titre du livre que je vous recommande, publié aux éditions Les Empêcheurs de penser en rond, écrit par Vinciane Desprez.
philosophe et psychologue et qui est en notre compagnie ce soir. Vinciane Desprez, quelles ont été les premières expériences? Quand je dis expérience, je parle pas de ce que le propriétaire, Willem van Osten, faisait avec son cheval, mais les premières expériences auxquelles a été soumis ce cheval. Mais les premières expériences, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait donc de telles rumeurs à Berlin. La première chose qui s'est passée, c'est que Van Osten s'est senti insulté par les suspicions. J'imagine. Et donc, on a créé, il est allé lui-même interpeller une commission de l'éducation, du bureau de l'éducation à Berlin, pour demander qu'on fasse une enquête sur ses propres pratiques pour montrer qu'il ne trichait pas. C'est ça l'accusation. Et donc, la toute première expérience a été de réunir un comité de notables avec le directeur de l'Institut de psychologie de Berlin, des spécialistes du cheval, des spécialistes de l'éducation et un directeur de cirque, Paul Busch, afin de vérifier est-ce que Van Osten triche, c'est-à-dire est-ce qu'il envoie des signaux à son cheval, ou bien est-ce qu'au contraire, le cheval peut compter. Oui. Et cette commission se réunira, elle va mener des enquêtes parallèles, donc Paul Busch, le directeur du cirque, par exemple, va aller voir une Wonder Rosa qui passait à ce moment-là à Berlin, et qui était une jument qui prétendait pouvoir, enfin dont les propriétaires prétendaient qu'elle pouvait compter, Oui. et on se rend bien compte qu'en fait, non, elle ne peut pas compter, il faut lui envoyer des signaux, des indices pour quand elle doit commencer. Là, il y avait un truc, c'était un spectacle de cabaret. Ça se voyait. Ouais. Paul Busch l'a vu tout de suite, et le directeur de l'Institut de psychologie de Berlin, qui l'avait accompagné, qui s'appelle Stumpf, l'a vu aussi tout de suite en disant mais il suffisait, c'est-à-dire que les gens regardent tellement le cheval qu'ils ne prêtent pas attention finalement à son dresseur. Et puis donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que finalement le cheval a été interrogé par M. Van Osten devant cette commission, et puis à un moment donné cette commission s'est dit mais tout compte fait, si lui envoie des signaux qu'on ne perçoit pas, on n'en sortira pas. Donc ils ont demandé à M. Van Osten est-ce qu'on peut nous-mêmes interroger le cheval? Et voilà qui pas que les membres de la commission interrogent le cheval, et qu'est-ce qui se passe? Le cheval répond correctement à certains d'entre eux. Pas à tous, il faut être doué, mais à la plupart d'entre eux, le cheval répond bien, il répond bien à Stumpf, il répond bien à son assistant, M. Funks, il répond bien au comte Zucastel, qui était venu s'entraîner d'ailleurs pendant la semaine avec le cheval, pour être sûr qu'on puisse travailler avec lui. Oui. Mais à ce moment-là, on se dit, mais peut-être M. Van Osten envoie des signaux, sans qu'on le remarque, pendant que tous ces notables et ces professeurs d'université, tous ces généraux d'armée et ces nobles interrogent le cheval. Et donc on demande à M. Van Osten de sortir, et il sort un peu contre son gré, en disant, vous savez, le cheval il fait n'importe quoi quand je ne suis pas là. Il sort quand même, le cheval ne fait pas n'importe quoi. Le cheval continue à très bien répondre aux questions. Donc il n'y avait pas de tricherie. Mais là, c'est un gros problème pour Stumpf, le directeur de l'Institut de psychologie, parce que dire qu'un cheval peut compter pour un psychologue, ça c'était vraiment trop dur. Et donc il va rendre un rapport, on va dire mi-figue, mi-raisin. Oui. Il va dire d'un côté, nous n'avons pas pu démontrer de tricherie, ce qui était vrai, puisque même en l'absence de Van Osten, ce cheval continuait à parfaitement bien répondre aux questions, mais nous ne pouvons pas conclure à présent, et nous demandons qu'il y ait une enquête supplémentaire. Et cette enquête, d'ailleurs, au vu de la réaction que suscitera le rapport, où les mentalités vont complètement s'enflammer en disant mais oui, le cheval veut compter, et où d'autres vont répondre auparavant il y avait un tricheur, un dupe et quelques imbéciles, et maintenant on a un tricheur, un dupe, une commission d'imbéciles et encore plus d'imbéciles. Ça fait donc, beaucoup quand même. Ça faisait beaucoup, et donc finalement il valait mieux arranger les choses. Et Stumpf va donc déléguer son assistant, qui s'appelle Funks, Oskar Funks, voilà, c'est ça. Oskar Funks, oui. Ça fait un peu éternuement, mais donc ce sont les noms dont ces gens avaient hérité. Et il va lui demander de mener une enquête expérimentale pour démontrer ce qu'il en est vraiment. Et Funks va partir d'une hypothèse qui est une hypothèse qui est extrêmement cohérente avec ce que eux faisaient à l'époque dans les laboratoires. Il va se dire, ce cheval probablement peut lire sur les corps des humains, peut décrypter des choses que les humains ne savent pas, qu'ils laissent transparaître. Ouais, des signes inconscients, quoi. Voilà, exactement. Ouais. Et donc, Funks va se mettre à la recherche de ces signes inconscients en se disant, peut-être que M. Van Osten en plus, parce que lui, il ne va pas douter de la bonne foi de M. Van Osten, mais il va se dire, M. Van Osten est d'excellente foi, de très très bonne foi, mais il ne se rend pas compte qu'il envoie des signaux inconscients à ce cheval, et ce cheval est devenu un excellent lecteur de corps, un excellent lecteur musculaire. Ce qui est une bonne hypothèse de travail, finalement, hein, à la base. C'est une bonne hypothèse de travail. C'est une hypothèse qui a quelque chose en vue. En fait, il faut dire qu'il y a un autre enjeu dans cette affaire-là. Et ça, c'est là où mon enquête, finalement, m'a conduit. C'est de me dire, mais
finalement, pourquoi c'était si important que ça? Et en fait, c'est important parce que Fung essaie de se débarrasser d'une hypothèse qui était trop souvent pour lui prévalente à cette époque-là, et il va essayer d'ailleurs de se débarrasser d'un gros problème pour la psychologie, c'est le problème de la télépathie. Ouais. Alors, quel est le problème? Mais en effet, si Hans n'est pas vraiment un bon conteur, n'est pas un bon mathématicien, et qu'il n'y a pas de tricherie, ça veut dire que Hans est dans la tête des gens. Ça veut dire que... Hans peut lire dans la tête des gens. Oui, c'est un bon lecteur de pensée. Et Fung n'y croit pas, mais va voir là une excellente occasion de se débarrasser du problème de la télépathie, qui était un vrai problème pour les psychologues à cette époque. Donc, il faut bien se remettre, on est en 1904, la psychologie vient de commencer, elle a commencé, je veux dire, de manière professionnelle et scientifique aux environs 1875, dans le laboratoire de Wundt à Leipzig, en Allemagne. Enfin, peu importe cette histoire-là, mais toujours est-il que la psychologie essaye de se faire un nom, essaye de faire une réputation de scientifique, de professionnel. Oui. Et de la télépathie, qui intéressait beaucoup les gens à ce moment-là, la psychologie n'en veut pas. Ça fait vraiment trop désordre. Et donc, Fung va se dire, mais si j'arrive à démontrer que ce cheval n'est pas télépathe, mais qu'il utilise en effet la stratégie que les télépathes utilisent d'habitude, je vais faire d'une pierre deux coups. Un, montrer que ce cheval n'est pas ni un mathématicien ni un télépathe, mais en plus montrer comment les télépathes s'y prennent, qu'il n'y a pas du tout de don miraculeux dans cette affaire-là, mais que c'est simplement une question de talent, de sensibilité, d'acuité visuelle ou d'acuité auditive. C'est quand même accordé, même dans le cadre de cette hypothèse-là, une sacrée capacité à ce cheval quand même. Hein. Ah, ce cheval devait en fait résoudre le problème. Je veux dire, début du 20e, ce cheval devait résoudre les problèmes de la psychologie expérimentale et en plus devait montrer le talent que les télépathes avaient. Parce que ce sur quoi Fung a misé, ce n'est pas la façon, il ne va pas penser que les télépathes, il dit, oui, il y a des télépathes qui trichent, etc. Mais c'est pas à ce niveau-là que lui situe, c'est comment les télépathes se laissent-ils guider par les indices corporels que lui envoient ceux dont ils doivent lire les pensées. Ouais. Alors, comment est-ce qu'il établit son protocole expérimental pour éliminer petit à petit les signaux qui peuvent éventuellement donner des informations au cheval? Alors, il va agir exactement comme ce qu'on appelle les falsificationnistes en philosophie des sciences. C'est-à-dire qu'il va prendre une hypothèse et la falsifier. Prendre une hypothèse et à chaque fois montrer que c'est pas celle-là qui est bonne. Alors, donc on va dresser une tente dans la cour de Monsieur von Osten, afin d'éviter les curieux, les touristes, etc. On va essayer de purifier la situation. Et puis on va commencer à poser des questions au cheval, mais en éliminant la capacité pour le cheval de voir ou d'entendre, pour essayer de déterminer mais comment s'y prend-il. Donc on reste bien sur l'hypothèse que le cheval ne peut pas compter parce que sa Fung s'en est persuadé, mais qu'il peut percevoir quelque chose sur le corps des humains. Et alors, ce qui est assez amusant, c'est que Fung va reprendre finalement toutes les hypothèses qui ont été faites à propos des télépathes à cette époque. Donc, à un moment donné, il y avait une hypothèse qui avait été faite selon laquelle les télépathes arrivaient à très très bien deviner les pensées de ceux dont ils étaient censés lire les pensées, simplement parce qu'ils écoutaient, ils avaient une perception, une acuité auditive particulière par rapport au murmure du nez, donc par rapport au murmure de la respiration. Et que donc les télépathes pouvaient sentir l'approbation, la désapprobation, l'hésitation des sujets. Et qu'il y a des pensées qui passeraient dans les, ce qu'ils appelaient d'ailleurs, c'est un peu comique comme mot, les murmures nasaux. Et donc, Fung va faire cette hypothèse-là. Et va se dire, peut-être que Hans devine, parce qu'il écoute nos murmures nasaux, comme les deux psychologues danois ont fait l'hypothèse. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander au sujet de ne pas respirer. Et puis, il va dire peut-être que Hans entend, et puis il va boucher les oreilles de Hans. Et Hans compte encore quand il a les oreilles bouchées. Et puis, il va bander les yeux de Hans, et là, Hans ne compte plus. Donc, visiblement, le talent de Hans, c'était un talent de lire quelque chose sur les corps. Et donc, on va essayer de voir, mais qu'est-ce que Hans peut lire? Et on remarque, en effet, que lorsque le sujet tient une ardoise devant lui, s'il la tient à hauteur du visage ou de la tête et du cou, le cheval ne peut plus compter. Ça, c'est donc une première hypothèse, c'est visiblement ça se passe au niveau des muscles du visage ou du cou. Et donc, on va commencer à observer les sujets. Mais il y a une deuxième chose qui va conforter Fung dans cette opinion, c'est il se dit ceci. Si celui qui interroge Hans ne connaît pas la réponse, est-ce que Hans peut répondre quand même? Si Hans peut répondre quand même, ça veut dire que c'est un fier mathématicien. S'il ne peut pas répondre, ça veut dire qu'en effet, il est en train de se fier à ce que lui envoie comme signe celui qui l'interroge. Celui qui lui pose la question, Fung
va mettre une stratégie au point. En fait, elle avait déjà été mise au point par la première commission, mais elle n'avait pas très bien marché. Et rien n'avait été convaincant dans cette affaire-là. En fait, tout le monde, ils avaient tellement bien mélangé leurs pinceaux parce qu'ils n'avaient rien compris des consignes que finalement, ça n'avait rien donné de convaincant. Et on avait laissé le crédit à Hans. Finalement, il avait dit finalement. On va dire qu'il le fait, puis voilà. On va dire qu'il le fait. Et de toute façon, il y avait d'autres indices qui montraient, qui plaidaient en faveur du fait qu'il puisse le faire. Parce qu'à cette époque-là, en fait, quand c'est la commission qui travaillait, Zucastel avait été un enthousiaste par rapport à Hans. Il s'était dit, était venu interroger Hans pendant plusieurs jours auparavant, avant les preuves proprement dites de la commission, pour être sûr que les choses se passent bien. Et plusieurs fois, Zucastel est pris par Hans en faisant vite se tromper. Donc Zucastel demandait par exemple à Hans, quelles dates seront-nous vendredi? Et Hans répondait par exemple le 9, et Zucastel disait, mais non, Hans, on est le 7, et à ce moment-là, le palefrenier disait, mais non, monsieur Zucastel, on est bien le 9. Attendez, Vinciane Desprez, on a quelques petits problèmes avec la liaison, il y a des hachures, des petites coupures. Vous restez avec nous, Mathieu le réalisateur va vous rappeler dans quelques instants et on se retrouvera pour continuer à découvrir avec vous toutes ces expériences tout à fait étonnantes qui ont été montées avec ce cheval et vous nous donnerez le résultat de savoir quand un expérimentateur demandait une opération à Hans, le cheval, et que lui ne connaissait pas la réponse, si le cheval réussissait quand même à donner la bonne réponse, là ça veut dire que le cheval savait compter. Et ça, franchement, un cheval qui sait compter, c'est totalement étonnant. Vous restez avec nous, la suite de ce dossier passionnant dans quelques instants. Sud Radio, samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedy, les aventuriers de l'étrange. Nous avons retrouvé Vinciane Desprez. Tout à l'heure, il y avait quelques petites coupures. C'est pour ça que c'était tellement assuré qu'on ne comprenait plus ce que vous nous disiez. Vous êtes bien là, Vinciane? Oui, je suis là. Bon, parfait. Alors, continuons à découvrir ce dossier extraordinaire de Hans, le cheval qui comptait. Résumons la situation et vous allez me donner votre réponse. Un expérimentateur se met en face de Hans. Il ne connaît pas la réponse au problème mathématique qu'il va lui soumettre. Oui. Nous sommes d'accord. Oui, tout à fait. Il pose cette question mathématique donc à Hans. Et là, si Hans répond, c'est qu'il sait compter, effectivement. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Eh bien, ça a donné que quand l'expérimentateur ne connaissait pas la réponse, Hans ne pouvait pas la deviner. Ah. Bon. Donc, ça voulait dire en effet que Hans pouvait, d'une certaine manière, devait être en contact avec ce que son expérimentateur savait. Voilà. On ne savait pas dire comment, mais soit il pouvait, et donc c'était ça le problème, soit il pouvait lire dans la tête de son expérimentateur, donc il était lecteur de pensée, soit il pouvait, et c'est l'hypothèse que Funks va évidemment adopter, lire dans le corps de son expérimentateur, c'est-à-dire que l'expérimentateur envoyait sans s'en rendre compte des indices à Hans quant à savoir quand il commençait à compter, quand il devait s'arrêter. Oui. D'accord. Donc, je suppose que à ce stade de l'expérimentation, le propriétaire de Hans, Wilhelm von Osten, devait être très meurtri finalement. Oh, jusque-là, il n'était pas encore de trop parce qu'il y croyait pas. Il disait oh non, on n'y arrivera pas, et il pensait que Funks n'y arriverait pas. En fait, von Osten était sincèrement persuadé que Funks n'arriverait jamais à démontrer que Hans, d'une certaine manière, et c'est d'ailleurs son hypothèse, ça qui est amusant, que Hans dupait les gens. Parce que c'est ça qui est amusant, c'est que la question du dupe, finalement, a totalement changé de personne au fur et à mesure d'expérience. Au départ, donc, on pensait que c'est von Osten qui dupait tout le monde. Oui. Et puis après, en fait, ce que von Osten a lui-même imaginé comme hypothèse, c'est que Hans avait dupé tout le monde. C'est Hans qui avait trompé les gens. En faisant croire qu'il pouvait compter alors qu'il n'y arrivait pas. Donc c'était ça qui était amusant. Et donc, d'une certaine manière, en fait, ce que Funks a fait, c'est montrer que Hans ne pouvait pas connaître la réponse si son expérimentateur ne la connaissait pas. Donc, il était complètement égaré si on lui posait une question dont on ne connaissait pas la réponse. Donc, par exemple, si on lui demandait il faisait ce système-là qui est assez joli, hein. C'est que un premier expérimentateur lui soufflait en nombre à l'oreille que le second ne connaissait pas.
et puis le second, on lui soufflait un autre nombre à l'oreille, et puis on demandait à Hans d'additionner, mais personne ne connaissait la réponse, évidemment, puisque l'addition était celle de 2 nombres que chacun avait gardé pour soi. Et donc, c'est à ce moment-là que Funks va comprendre qu'il fallait observer Hans et comprendre comment Hans s'y prenait. Et donc, on va lui bander les yeux, on va voir qu'il ne peut plus compter quand on lui bande les yeux, donc il voit quelque chose. On va essayer de déterminer ce qu'il voit, et à ce moment-là, on se rend compte, en observant ceux qui réussissent bien avec Hans, on va les comparer avec ceux qui réussissent un peu moins bien, et on va voir finalement que le corps est en effet, d'après Funks en effet, ce qui va permettre à Hans de se laisser guider pour savoir quand il doit commencer à compter et quand il doit s'arrêter. Et là, c'est assez joli, c'est que le mouvement qui permettait à Hans de commencer à compter, qui lui disait, parce que il faut bien se dire, quand un expérimentateur se présentait à Hans et qu'il lui disait bonjour Hans, comment vas-tu, ou bien Hans, quelle belle journée, qu'est-ce qui fait qu'Hans ne mettait pas à marteler du sabot? Comment est-ce qu'il comprenait que ça c'était une phrase qui voulait dire autre chose que Hans combien font? Exact, oui, c'est vrai. Il fallait qu'il ait le cheval, et ça personne n'y avait pensé à ce moment-là. Il fallait qu'il ait des indices pour savoir quand commencer à compter, et que c'était ça qu'il fallait faire, et pas simplement saluer aimablement celui qu'il saluait. Et en fait, c'était exactement comme la lettre volée d'Edgar Allan Poe. C'était tellement évident que personne ne l'avait vu. C'est-à-dire que, en fait, Hans pouvait comprendre quand on commence à lui demander à compter, parce que les gens regardaient tous son sabot. C'était aussi simple que ça. Excellent, évidemment. Alors, ça c'était assez simple. Donc, bon, finalement, Funks y arrive, mais comment Hans sait-il qu'il doit arrêter de compter? Et là, ça va être un peu plus compliqué. Ça va demander à Funks de faire pas mal de recherches. Et en fait, Funks va arriver à cette solution-ci, c'est qu'il va dire, si je précise, Funks va arriver à cette solution-ci, etc., c'est parce que je ne suis pas tout à fait sûr que Funks soit arrivé à la bonne solution. Je pense que l'enquête a été un peu bâclée, exactement comme quand Pierre Bayard réanalyse Qui a tué Roger Ackroyd de Agatha Christie, où il prétend que Hercule Poirot s'est trompé dans l'arrestation du coupable parce qu'il est allé un peu vite en besogne, et que même Agatha Christie s'est laissée duper par Hercule Poirot. Donc je pars de ce principe-là, c'est que même celui qui connaît le mieux cette expérience a peut-être été dupe de ses propres ambitions et de ses propres peurs. Parce que Funks a des ambitions, faire devenir la psychologie scientifique, et il a des peurs, voir arriver des objets en psychologie dont il ne veut pas, télépathie et animaux contents. Alors, comment est-ce que Hans réussissait à comprendre les signes inconscients de son expérimentateur, de celui qui était en face de lui, donc qui se situait, si je me souviens bien, si je vous ai bien suivi, entre le cou et la tête, en gros. Oui, vous êtes sûr que je dois le dire maintenant, parce que vous savez, j'ai donné cours sur ce sujet-là. Après ça, mes étudiants ne m'écoutent plus. Alors si vous avez une pub à faire passer, vous avez intérêt à la faire passer maintenant. Non, parce que c'est intéressant. Et puis, il reste encore, malgré tout... Il reste que je ne suis pas d'accord avec ce que Funks a trouvé, et qu'il faudra voir comment. Donc, encore un petit peu de suspense. Bon, allez, je lâche le morceau. Allons-y. En fait, qu'est-ce qui se passait? C'est que, et ça, Funks va l'analyser extrêmement sérieusement. Donc là, il n'a pas manqué de sérieux. C'est que quand Hans se mettait à compter, donc après que, en fait, on baissait légèrement, en fait, ceux qui interrogeaient Hans inclinaient légèrement la tête, donc la nuque se raidissait, le corps s'inclinait légèrement pour se mettre en situation penchée pour regarder le sabot. Et alors Funks dit, à ce moment-là, il y a une tension qui va monter chez ceux qui observent le cheval. Et ça, je veux bien le croire. Parce que ceux qui observent le cheval, on a envie qu'il réussisse, ce cheval. Il n'y a personne qui a envie de le mettre en échec. Même ceux qui ont envie de montrer que les autres sont des dupes, on a quand même envie. Et donc, il y a une tension, une espèce de tension du désir qui va monter chez l'observateur. Et l'observateur va se raidir dans ce mouvement-là. Et quand on va arriver, et ça, Funks l'observera chez tous ceux qui réussissent bien avec le cheval, quand on arrive au chiffre avant, donc au martèlement avant le chiffre final, les gens pensent que le cheval y est arrivé et se détendent. Et redressent légèrement leur corps, et toute la musculature se détend, et le cheval le perçoit. Et donc il pense, le cheval à ce moment-là sait qu'il doit encore poser, enfin il est dans le mouvement encore le sabot, pour poser son dernier coup de sabot. Et à ce moment-là, il voit l'observateur se redresser totalement, et il arrête complètement. Et donc le cheval,
percevrait des mouvements qui sont de l'ordre de 1/10 de millimètre pour certaines personnes, parce qu'il y avait des personnes qui étaient vraiment extrêmement sensibles et extrêmement précises dans je veux dire, avec très très peu, extrêmement contrôlées, on va dire, dans les mouvements émotionnels. Et donc le cheval serait devenu en quelque sorte un lecteur visuel musculaire. Et si je précise visuel musculaire, c'est parce que on sait que les chevaux sont d'excellents lecteurs musculaires, mais ils le font avec leurs propres muscles. Quand un cheval a un cavalier et qu'il est bien débourré et que c'est un très bon cavalier et que c'est un cheval expert et compétent, on sait généralement qu'avant que le cavalier n'ait pensé son propre mouvement, son propre corps le transmet au cheval. Et donc généralement les tout bons cavaliers le disent, c'est avant même que j'ai pensé il faut tourner, le cheval avait tourné. Pourquoi ? Parce que le corps du cavalier avait enregistré la nécessité de tourner, l'a transmis aux muscles du cheval, et puis l'a seulement ressenti dans la pensée. Donc finalement, les cerveaux arrivent toujours trop tard. Ce qui donne cette impression d'intelligence des corps qui est absolument fabuleuse. Et donc, si je précise que Hans était un excellent lecteur musculaire visuel, c'est parce que les bons chevaux sont d'excellents lecteurs musculaires, mais Hans avait transféré la compétence de lire les muscles des hommes dans le registre visuel et non plus dans son propre registre sensitif. Extraordinaire quand même comme capacité. Même cette capacité-là chez un cheval comme Hans était fabuleuse. Mais c'est-à-dire que c'est là où on peut se dire que Funks est un peu à côté de la plaque et que les psychologues sont un peu à côté de la plaque. C'est que c'est tellement plus intéressant que le fait de compter, qui finalement ne concerne que nous et concerne certaines compétences qui nous intéressent et sont en effet bien articulées à des choses qui arrivent dans notre vie. Mais cette compétence-là que nous n'avons pas, de pouvoir lire avec une telle sensibilité et d'être dans un tel état d'adéquation et d'articulation et plutôt d'agencement avec les autres, ça c'était le talent du cheval. Et c'est ça que Funks le reconnaît, mais à mon avis ne le célèbre pas assez. S'il l'avait célébré suffisamment, ce cheval aurait dû devenir célèbre, non pas parce qu'il avait dupé les humains, mais parce qu'il les avait épatés. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais vous nous avez dit en préambule, avant de donner finalement la clé du problème, selon Funks évidemment, que vous n'étiez pas d'accord avec ce diagnostic. Mais je vais écouter Von Osten. Von Osten, le propriétaire, donc quand Funks va dévoiler toute l'affaire et dire finalement... Et c'est là où c'est triste, c'est que Funks va dire « ce n'est que ». Et vous savez, ça c'est vraiment l'argument. Le « ce n'est que », c'est là où on ne célèbre jamais assez. Alors que ce n'est pas que, c'était bien autre chose que ça. Toujours est-il que Von Osten va très mal prendre les recherches de Funks et va dire quelque chose de très joli. Il va dire « écoutez, vous avez peut-être raison. Peut-être que mon cheval réagit mécaniquement, et c'est important le mot mécaniquement parce qu'on voit là que c'est le behaviorisme qui est en train d'arriver dans la psychologie en fait. Ce que Funks a fait, c'est transformer Hans en mécanique. Et donc, ce que Von Osten va dire, et c'est extrêmement intéressant ce qu'il dit, c'est « mon cheval pouvait compter avant, mais vous l'avez compris que vous pouviez le transformer en mécanique et le faire compter par un système mécanique. » Et là, je ne dis pas que Von Osten a raison sur le fait que Hans pouvait compter avant, mais en effet, ce que Funks a fait, c'est transformer le cheval parce qu'il n'y a aucune expérimentation qui ne transforme pas l'animal auquel il s'adresse. C'est-à-dire que le cheval a évolué, n'était plus le même à la fin de cette série d'expériences qu'il ne l'était au départ. Tout à fait. Ça, c'est mon hypothèse. Oui. Et je pense qu'elle n'est pas tout à fait fausse. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas... Écoutez, jamais Funks n'a pu voir chez Von Osten les gestes qui permettaient à Hans les indices. Von Osten, visiblement... Alors, l'hypothèse de Funks va être, Von Osten a tellement bien exercé son cheval que les gestes sont minimalistes et que nous ne les percevons plus, et que seul le cheval les perçoit. Moi, ça me paraît un peu léger comme argument. Ouais. Alors, l'autre idée serait de dire, et Schilling, c'est dans le même cas que Von Osten, d'ailleurs, on ne voit pas les gestes chez Schilling. Et si, en fait, Von Osten et Schilling ont appris au cheval à compter, pas à compter vraiment, mais à suivre cette merveilleuse chorégraphie des corps des humains, sur un certain mode, que Funks a cru deviner, qu'il a appris à ceux, d'une certaine manière, ou que le cheval lui-même avait appris à ceux qui étaient beaucoup moins perspicaces et beaucoup moins talentueux d'un point de vue chorégraphique que Von Osten et Schilling, et donc le cheval aurait eu deux systèmes. Et ce que fait Funks,
c'est que comme il n'est pas très bon chorégraphe, qu'il n'est pas extrêmement sensible comme le sont Van Osten et Schillings, eh bien d'une certaine manière, il va habituer son cheval et tous les gens qui seront amenés à venir interroger le cheval seront d'une certaine manière dressés par Pfunks et dressés par le cheval Hans à performer ou actualiser certains types de gestes particuliers que Pfunks peut comprendre parce qu'il peut les percevoir. Excellent. Et donc Van Osten et Schillings auraient utilisé certaines façons de faire que nous ne percevons pas et que le cheval perçoit, et Pfunks aurait transformé le cheval et lui aurait appris à faire pour, on va dire comme ça, pour les humains un peu simplés. Vous voyez, c'est comme on apprend à parler au bébé, là, quand on a parlé, Toto, il veut sa tétine. Eh bien, Pfunks, d'une certaine manière, il parlait comme ça au cheval. Et le cheval a fini par comprendre qu'avec des gens un peu moins fins, un peu moins sophistiqués, il fallait mieux utiliser. Et donc, quand Van Osten dit à Pfunks, vous avez transformé mon cheval, je crois qu'il se trompe pas. Je dis pas que le cheval pouvait compter, mais il se trompe pas sur cette question-là. Et donc, il va en vouloir à Pfunks et il va dire, vous avez foutu mon cheval en l'air, vous lui avez appris des techniques beaucoup plus rudimentaires et simplistes. Finalement, c'est vraiment honteux. Et puis, Van Osten va changer d'avis. Pourquoi? Je n'en sais rien. Et il va se mettre, peut-être parce que le cheval, en effet, avait changé. Peut-être parce qu'il n'arrivait plus à d'aussi bons résultats avec un cheval qui était devenu un peu bébête pour les psychologues, on va dire ça comme ça. Et donc, quand Van Osten a recommencé à travailler avec son cheval, il était déçu. Et il s'est mis à en vouloir à son cheval. Et il a dit à Hans, alors là, c'était vraiment comique, tu m'as trahi, tu m'as dupé. Et donc, auparavant, il pensait que c'était Pfunks qui l'avait trahi, qui l'avait dupé. Oui. Et maintenant, et donc il va en vouloir au cheval, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va le vendre, son cheval. Il n'en voudra plus. Ah bon? Ah oui. À un moment donné, il se sentira tellement trahi, et puis peut-être parce qu'il n'arrivait plus à travailler, qu'il va le vendre. Mais là, le coup de peau, c'est que Hans ne finira pas dans une boucherie chevaline, mais va être acheté par un certain monsieur Kroll, dont l'enquête montre qu'il aurait été bijoutier, mais ça, c'est pas tout à fait certain. Donc, toujours été quelqu'un qui avait des biens, qui avait du temps et du loisir et qui pouvait voyager, et qui était persuadé qu'Hans avait vraiment des talents de comptable, etc., etc. Et donc, lui a décidé de recommencer le travail avec Hans, et il était tellement satisfait qu'il s'est acheté deux autres chevaux, Mohamed et Zarif. Ah, justement, je voulais vous en parler de ces deux chevaux qui, paraît-il, étaient encore plus compétents que Hans lui-même, qui pourtant avait pas mal de capacités dans ce domaine. Vous restez avec nous, Vinciane Desprez. On fait une pause et on se retrouve dans quelques instants pour parler d'autres animaux, puisque vous nous avez dit le 19e siècle était riche en animaux comme ça qui avaient toutes sortes de capacités. Vous nous direz les capacités de ces deux chevaux que vous venez de citer, et si actuellement on connaît peut-être des animaux qui sont capables de prouesses techniques. À tout de suite. Sud Radio, samedi et dimanche, 22h minuit, Louis Bénédy, les aventuriers de l'étrange. En direct depuis la Belgique avec nous, la psychologue et philosophe Vinciane Desprez, qui a publié aux éditions Les Empêcheurs de penser en rond un excellent livre sur Hans le cheval qui savait compter. C'est le titre du livre d'ailleurs, Hans le cheval qui savait compter. Alors, vous nous avez démontré finalement que Hans ne savait pas compter, mais qu'il avait une capacité extraordinaire de lecture musculaire visuelle, qui est propre aux chevaux, mais que lui avait développé d'une manière particulière. Et vous nous avez cité Vinciane Desprez au moment où le propriétaire de Hans, Willem van Osten, le vend. Il le vend à un homme, enfin, on va dire riche, industriel, bijoutier, peu importe, mais riche, qui avait du temps, et qui achète deux autres chevaux également, Mohamed et Zarif. Oui, tout à fait. Et il va apprendre à Mohamed et Zarif à développer les mêmes compétences que Hans, enfin, ce qu'il pense être les compétences de Hans, parce que pour lui, Hans n'est pas du tout un lecteur musculaire, mais un vrai comptable et un vrai lecteur. Mais il va même perfectionner ses chevaux et en disant, il vaut peut-être mieux que l'un étudie plutôt la littérature et l'autre les mathématiques. Et donc, il inaugure une fois de plus, mais dans le monde animal, ce vieux geste qui consiste à séparer les scientifiques des littéraires. Et donc, il va perfectionner un peu d'ailleurs la façon dont le cheval peut actionner, enfin peut taper de son sabot, et il va les produire dans différentes villes d'Allemagne. Et c'est là où j'ai en effet quelques suspicions par rapport à l'hypothèse de Pfunks, si elle est un peu trop simple.
c'est que Hans arrive à compter. Enfin, on demande à Hans de compter dans diverses circonstances, et il arrive à très bien compter dans le noir le plus absolu. Ah, Alors, de côté, c'est vrai que les chevaux sont peut-être meilleurs que nous dans la vision dans l'obscurité, et il semblerait que ce soit vrai, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, parce que le noir était vraiment bien préservé. Donc ça voudrait dire que, en effet, Funks, on va le dire comme ça. À un moment donné, je m'étais dit, mais Funks s'est trompé, donc, puisque le cheval arrive à lire dans le noir, c'était donc pas seulement visuel et ça. Et c'est pas ça qu'il faut penser, en fait. Funks ne s'est pas trompé, il a appris à son cheval à ne pas faire certaines choses et à faire certaines choses. D'accord. Vous voyez, il l'a orienté. C'est ça. Il l'a orienté, il l'a d'une certaine manière dressé, il l'a expérimenté, c'est-à-dire qu'il a fabriqué un être nouveau qui est Hans, le cheval qui peut compter en ne se fiant que sur les signaux musculaires que les gens lui envoient, et encore certains d'entre eux, c'est-à-dire le signal de la tension en se baissant vers le bas, mais c'est-à-dire le signal de la détente, c'est-à-dire exactement les signaux que le laboratoire et les instruments que Funks possède dans son propre laboratoire à l'université de Berlin sont capables de mesurer. C'est-à-dire que Hans lui a donné ce qu'il voulait. Je pense que finalement, en quelque sorte. Dit, parce qu'on a fait, et c'est là où l'affaire de Hans est devenue une affaire d'attente, c'est qu'on dit, regardez, les animaux sont parfaitement capables de répondre aux attentes de ceux qui les interrogent. Mais oui, bien sûr que les animaux répondent parfaitement bien aux attentes de ceux qui les interrogent, puisque c'est pour ça qu'on les invite dans le laboratoire. S'ils faisaient n'importe quoi et tout à fait le contraire de ce qu'on attend, on les inviterait plus. On a déjà invité des corbeaux et des perroquets dans les laboratoires, je peux vous assurer qu'ils ont été exclus aussi secs du laboratoire, surtout le corbeau, dont on a pensé qu'il était avant tout un grand incivique puisqu'il démontait et démantibulait tout et qu'on ne retrouvait rien d'entier dans le laboratoire. En plus, il refusait de répondre aux questions. Donc, si les animaux, en effet, ils viennent pour répondre à nos attentes, mais les psychologues voudraient qu'ils répondent à certaines attentes, mais pas à toutes les attentes et qu'ils ne confirment pas les hypothèses. Ce qui est un peu trop demandé aux animaux, en plus de faire le tri à la place des psychologues entre les hypothèses et ce qu'on attend d'eux. Donc, ce qui veut dire que Hans avait peut-être d'autres capacités pour compter. Pourquoi pas la télépathie? Alors là, moi, je reste dans le doute, mais en doute intéressé, en doute curieux. C'est que je ne sais pas. Donc, mon enquête à moi se conclut allez, on peut dire une chose. Funks a transformé le cheval, et le cheval répondait parfaitement bien à ce que Funks attendait de lui, c'est-à-dire exactement pouvait faire ce que les laboratoires et les instruments du laboratoire pouvaient mesurer qu'il faisait. Donc, d'un côté, il y a une transformation. Mais tout ce qui reste sur le côté, tout ce qui reste non investigué par Funks, tout ce qui reste de ce que Von Osten avait réussi à mettre en place, là, on ne peut rien savoir. Et on peut faire des hypothèses, et ces hypothèses sont toutes extrêmement curieuses et intéressantes. Et en effet, Hans est un cheval qui hérite encore de la fin du 19e siècle et du bestiaire victorien. Le bestiaire victorien, c'était des animaux extrêmement vertueux, extrêmement généreux, extrêmement édifiants. C'est le corbeau qui vient apporter un os au chien qui s'est cassé la patte et des choses comme ça. Donc ce sont des animaux absolument fabuleux du point de vue de l'anecdote et du point de vue des compétences. Et Hans est un héritier de ces animaux-là, mais rien ne me dit que ces animaux-là n'étaient pas plus pertinents que les animaux que nous connaissons aujourd'hui. C'est là où j'ai du doute. Oui. Mais alors, actuellement, est-ce qu'il y a, parce que là, nous sommes en 1904, 1905, jusque Hans est mort aux alentours de 1915, j'imagine. Oui, je ne sais pas exactement quand il est mort. On n'en parle pas dans les livres et je suis très contente qu'on ne me le dise pas, en fait, quand il est mort. Je ne veux pas savoir qu'il est mort. Je vous comprends. Mais bon, après cette période, entre les deux guerres, parce qu'après, il y a eu 14-18, 39-45, donc on imagine que période troublée, évidemment, peu propice à l'expérimentation. En règle générale, il y a encore moins avec l'expérimentation dans un domaine aussi particulier que celui-là. Est-ce que après, vous avez entendu parler ou trouvé des traces d'animaux dotés comme ça de capacités un peu particulières? Oui, on en trouve encore. On en a trouvé aux États-Unis dans les années 50. Donc des animaux qui pouvaient, par exemple, qui étaient télépathes ou qui pouvaient retrouver, vous savez, un peu qui étaient médiums, donc qui pouvaient retrouver des enfants disparus et des choses comme ça. Donc il y a plusieurs animaux qui pouvaient être en contact avec leur maître décédé. Donc il y en a encore eu quelques-uns, mais ils étaient beaucoup plus rares parce que plusieurs raisons, c'est beaucoup moins cultivé. Vous savez, c'est un peu comme les personnalités multiples. Vous en avez plein aux États-Unis, vous n'en avez pas en Europe. Mais pour qu'un phénomène apparaisse, il faut qu'il soit cultivé.
C'est-à-dire qu'il faut que les gens s'y intéressent, Oui. il faut qu'ils aient envie que ça se produise, il faut qu'ils travaillent comme des... Mais ça demande un travail de fou, d'obtenir d'un animal de faire des choses, essayer... Moi, rien qu'apprendre à mon chien de pas pisser dans la maison, ça m'a pris des mois, alors vous imaginez. L'apprendre à lire ou à compter, alors. Alors vous imaginez, ça demande un travail de fou, ça demande du temps, ça demande de l'intelligence, de la patience, de la disponibilité, autant chez l'homme que chez l'animal en plus. Donc ça demande un miracle. C'est-à-dire que vous ayez deux êtres pleinement disponibles et pleinement intelligents qui se rencontrent. Oui, donc déjà. vous imaginez, c'est extrêmement rare. Et puis ce que je remarque, je viens de lire un article de James Serpel, qui est un spécialiste de la domestication animale, qui en effet... Un spécialiste de Serpel, qui est un spécialiste de la domestication des la chiens, domestication etc. animale, d'accord. Oui, et qui est spécialiste de la relation chien-homme, et qui raconte qu'en effet, on l'a appelé un jour chez une dame, parce que cette dame était très étonnée des compétences de son chien, qui pouvait lire les dominos, qui pouvait lire les cartes, etc. Et lui, tout de suite, a dit à cette dame, mais madame, c'est Cleverhans, votre chien, il fait que suivre votre regard. Donc, ce phénomène a d'autant moins de chances d'exister que maintenant les psychologues ont l'hypothèse Cleverhans pour essayer de rationaliser l'affaire. Et alors, les propriétaires ont deux possibilités. Soit ils acceptent l'hypothèse Cleverhans et puis ils font plus grand chose avec leur chien parce que c'est beaucoup moins intéressant, voilà, c'est fini. évidemment, Ouais. de dire qu'on guide les attentes d'un chien. Soit, je vais vous dire un peu familièrement, ils la ferment. Ils la ferment après parce que pourquoi? Parce qu'ils disent si jamais on en parle, on va passer pour des fous ou pour des cons, donc on n'en parle plus du tout. Oui. C'est dommage. Oui, c'est assez dommage parce que il y avait des choses qui étaient jolies qui se cultivaient dans cette affaire-là. C'est vrai que c'était joli, toutes ces relations et tout. Alors donc, moi, je me suis jamais tracassée de savoir est-ce que le cheval peut compter ou pas. J'ai quelques indices qui font penser que les chevaux ont parfois un certain sens du nombre. C'est qu'on m'a raconté des histoires qui sont arrivées dans les mines. C'est-à-dire que les chevaux dans les mines auparavant, qui travaillaient dans les mines, Oui, on sait oui. très bien que la loi obligeait à limiter le nombre de chariots que les chevaux devaient tirer, et c'était 18. Eh bien, on remarquait que les chevaux ne démarraient d'eux-mêmes spontanément quand le 18e chariot était arrivé. Et que quand les gens essayaient de le faire partir au 16e parce qu'il n'y avait pas assez de chariots et qu'on finissait la journée, le cheval souvent refusait de partir. Oui, Donc, parce qu'il en manquait deux, donc voilà, il il en et manquait les deux derniers, oui. Et donc, alors, est-ce qu'on peut parler de comptabilité ou de phénomènes mathématiques? Moi, je dirais plutôt que les animaux, peut-être, surtout les chevaux, mais peut-être d'autres animaux, mais les chevaux, visiblement, sont de tellement bons lecteurs corporels qu'ils ont un sens peut-être du rythme et du temps et de l'espace et des choses comme ça, qu'ils ont peut-être une mathématique incorporée. Oui. Et ça fait peut-être partie des talents des chevaux. Donc, savoir s'ils savent compter ou pas, ça devient beaucoup plus compliqué. S'ils ont une mathématique incorporée, est-ce que ça leur permet de lire à distance? Peut-être pas. Mais ça, en tout cas, ça leur permet de faire certaines choses. Oui. Quoi qu'il en soit, les animaux télépathes visiblement existent. On a eu le plaisir de recevoir un scientifique anglais qui s'intéresse de très très près à ce genre de phénomène. Il s'appelle Rupert Sheldrake, qui a fait d'énormes travaux dans ce sens-là. Et il nous a parlé notamment d'un perroquet du Gabon, donc un perroquet gris, si je me souviens bien. C'est ça, voilà. Un perroquet gris qui avait une communication télépathique avec sa maîtresse, une artiste peintre qui vit à Manhattan, à New York, qui était absolument extraordinaire. Il a monté des expériences avec elle. Le perroquet gris étant à un étage inférieur de là où était sa maîtresse, et il y avait plusieurs enveloppes avec des images, par exemple des photos montrant des choses tout à fait identifiables rapidement, et la maîtresse tirait une enveloppe au hasard. Il nous a raconté notamment cette expérience, et la maîtresse donc sortait une photo où il y avait une petite fille avec un pullover rouge. Oui. Et le perroquet, donc ce gris du Gabon qui était à l'étage en dessous, simultanément au moment où elle ouvrait l'enveloppe, où elle découvrait la photo, disait pullover rouge, pullover rouge. Ah oui, oui, oui. Et ça, c'est absolument... Et il réveillait même sa maîtresse, puisque le perroquet dormait au pied de son lit. Oui. Il réveillait sa maîtresse parce qu'il vivait le même rêve qu'elle. Ah oui, oui, oui. Voilà, des genres de choses comme ça. Nous ne savons pas de quoi nos corps sont capables. Ça c'est, je veux dire, là où Spinoza mettait le mot corps, je pense qu'il faut garder le mot corps, parce que peut-être que la psyché doit être beaucoup plus incorporée qu'on ne l'imagine pour comprendre ce genre de phénomène. Oui, peut-être. Oui, peut-être. Enfin, il me semble que là où Hans est extraordinaire, c'est que justement, je veux dire, dans une tradition dualiste comme la nôtre, qui sépare très fort la psyché du corps, eh bien, je me dis, nous ne pouvons pas savoir jusqu'où vont les communications entre les corps et entre les esprits, mais je ne séparerai pas corps et esprit à ce niveau-là.
pour laisser les choses sur un continuum entre ce perroquet gris du Gabon et Hans, justement, qui lisait les corps. Vous voyez, parce que je pense que le continuum est plus intéressant que la séparation ici. Sinon, on va faire des phénomènes où, lui c'est un lecteur de corps, donc c'est pas un vrai télépathe. Lui c'est un lecteur d'esprit, donc c'est un vrai télépathe. Alors que je pense que le continuum permet justement de garder le doute ouvert et de garder le questionnement tout à fait actif. Tout à fait, judicieux. Merci beaucoup en tout cas Vinciane Desprez de nous avoir accordé 1 heure de votre temps et de nous avoir éclairé sur ce dossier passionnant de Hans le cheval qui savait compter. C'est aux éditions Les Empêcheurs de penser en rond. Avez-vous comme projet un livre sur des cas aussi étonnants que celui-ci ? Non, pour le moment, je suis dans des relations beaucoup plus concrètes entre les hommes et les animaux. C'est-à-dire que j'ai travaillé avec Jocelyne Porcher, qui est la spécialiste de l'élevage. On est allé interroger les éleveurs sur qu'est-ce que savent faire leurs animaux et essayer de comparer selon les systèmes d'élevage quelles sont les compétences différentes qui sont attribuées aux animaux. Oui. Et par ailleurs, je travaille pour le moment sur les rapports extrêmement concrets, les conflits et la manière dont le fait qu'on entre en contact avec des animaux les transforme radicalement. Par exemple, comment certains éleveurs disent, vous savez, le loup, depuis qu'il est protégé, il se promène avec la convention de Berne entre les pattes et il le sait. Il sait qu'il est protégé. Et tout ceci, alors là, ça me permet de parler un peu d'un projet qui me tient à cœur. Tout ceci va voir le jour à une exposition qui se fera à la Grande Halle de la Villette au mois de septembre qui va venir, qui ouvrira le 11 septembre à la Grande Halle de la Villette, qui s'appelle Bêtes et Hommes, et c'est une toute grande exposition sur toute la multiplicité incroyable, infinie et tout à fait moderne des rapports entre les hommes et les animaux. Ça va être passionnant, effectivement. Je l'espère. Très bien. C'est à partir du 11 septembre. À partir du 11 septembre, Grande Halle de la Villette. Et donc, c'est une des expositions Société de la Villette avec Yolande Bacot et Catherine Mariette. Et c'est à mon avis, une exposition qui fera parler d'elle. Très bien. Merci beaucoup, Vinciane Desprez. Merci à vous et merci à tous. Écoutez, c'était un grand plaisir de vous recevoir et de vous écouter. En tout cas, à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Bonne soirée à tous. Je vous rappelle le titre donc du livre de Vinciane Desprez qui a été publié à l'éditeur Les Empêcheurs de penser en rond. Le titre, Hans le cheval qui savait compter. Vous retrouverez toutes ces références, évidemment, sur le site des Aventuriers de l'étrange, c'est-à-dire psiland.org, psiland.org. Dans quelques minutes, nous allons passer au deuxième sujet des Aventuriers de l'étrange. Ce soir, je veux parler de cette enquête, suite et fin de l'enquête concernant le tombeau de Jésus qui aurait été découvert il y a quelque temps, annoncé à grand fracas médiatique par le réalisateur américain James Cameron. Je vais avoir le plaisir de recevoir 2 archéologues. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Bénédy, les aventuriers de l'étrange. Suite et fin de l'enquête que nous avons commencée il y a quelques semaines sur le tombeau de Jésus. Nous parlons de cette découverte archéologique qui secoue quand même le monde chrétien. Le réalisateur américain James Cameron a annoncé il y a quelques semaines qu'il allait présenter un documentaire et un livre sur cette tombe découverte dans la banlieue de Jérusalem. À l'intérieur de cette tombe, donc datée de l'époque contemporaine du Christ, 4 cercueils portant les inscriptions suivantes. Jésus, fils de Joseph, Marie-Madeleine, Marie et enfin un dernier cercueil portant cette inscription tout à fait étonnante, Judas, fils de Jésus. Ces tombes et les os qu'elles contiennent sont datés de l'époque du Christ, alors un faux ou un tox. Vous vous rappelez peut-être, j'ai reçu le meilleur spécialiste dans ce domaine de l'histoire du Christ et de ses apôtres, Jacques Duquesne. Et j'ai reçu également le père Fernand Semon que vous retrouvez sur Sud Radio tous les dimanches matins dès 6h15. Et tous les deux nous ont donné leur opinion. Le père Fernand Semon étant très dubitatif quant à cette découverte et son exactitude. Jacques Duquesne également émettant les plus grandes réserves quant à l'authenticité effectivement de cette découverte. Alors, pour conclure cette enquête, eh bien, j'ai fait appel à 2 archéologues, dont un qui a écrit une thèse sur les tombeaux royaux de Judée, donc qui connaît bien cette région et qui est actuellement d'ailleurs en Afrique du Nord, en Tunisie, à Tunis. Jean-Sylvain Caillou, bonsoir. Bonsoir. Quel temps avez-vous à Tunis ? Écoutez, c'est pas terrible en ce moment, depuis 2 semaines. Oui. Bon, d'accord, ça nous fait pas envie, alors ça va. Vous enseignez là-bas, je crois, hein ? Oui, tout à fait, à
l'université de Tunis, la Manouba. Très bien. Alors, c'est vous qui avez donc écrit cette thèse et j'imagine que vous êtes rendu sur place. Vous connaissez bien cette région et vous allez pouvoir nous donner un avis éclairé sur cette découverte qui date quand même de 1981. Vous nous en direz plus dans quelques minutes. Et à vos côtés, un autre archéologue, Jean-Olivier Gransart-Desmond. Bonsoir. Bonsoir. Alors, avec vous, nous ferons le point un petit peu, nous élargirons le débat sur tout ce qui est faux dans ce domaine. Et Dieu sait si au Moyen-Âge, il y avait quantité de faux concernant les saints et les saintes qui circulaient, j'imagine. Oui, enfin, ça n'a pas trop changé. Il y a encore beaucoup de faux qui circulent et pas uniquement sur ce qui concerne l'histoire de la Bible. Donc nous reviendrons là-dessus et puis nous évoquerons également ensemble le Da Vinci Code parce que ça procède un petit peu de la même intention. On en parlera justement, mais c'est différent. Ce sont deux choses qui, par rapport au grand public, ont effectivement un impact du même ordre, on va dire. C'est vrai, tout à fait. D'un point de vue scientifique, sont très différents. Ah, complètement. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Commençons avec vous, Jean-Sylvain Caillou. J'imagine que vous avez été au courant très rapidement quand James Cameron a fait cette déclaration fracassante. Disons qu'en fait, certains journalistes m'ont demandé de réagir immédiatement, donc c'est eux qui m'ont appris l'information. Ouais. Il faut dire qu'on n'a pas tellement d'informations. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un effet d'annonce. Et j'avoue que pour ma part, c'est ce qui pose le problème. C'est-à-dire qu'on n'a pas toutes les données du problème pour pouvoir trancher sereinement. Oui, effectivement, un sujet très intéressant, une tombe de l'époque de Jésus, à plus ou moins 50 ans près quand même, avec des ossuaires, c'est-à-dire des petits coffres dans lesquels on mettait les ossements une fois que la peau des morts avait disparu, on rassemblait les os dans les petits coffres, et on indiquait donc le nom de la personne à qui appartenaient ces os sur le coffre. Donc ça, c'est une pratique très courante en Judée, donc au 1er siècle après Jésus-Christ, même une partie du 1er siècle avant Jésus-Christ. Et voilà, d'ailleurs, les noms retrouvés aussi sont relativement fréquents. Donc on en est. C'est un petit peu ça le problème, c'est-à-dire que pour démontrer qu'il s'agit bien du tombeau de Jésus, il faut des preuves et pas seulement des indices. Ouais. Alors, en ce qui concerne ce tombeau, pour que l'on comprenne bien quelle était la tradition à l'époque donc du Christ, quand quelqu'un décédait, on l'enterrait. À quoi ressemblait une tombe? C'était quelque chose, un caveau creusé dans de la pierre. C'était quoi? Voilà, ils sont taillés dans la roche. Oui. Donc il faut imaginer une sorte de salle. On rentrait dans une petite porte assez basse. Et donc on avait un espace généralement carré, et dans cet espace, les premiers archéologues ont appelé ça des fours. En fait, le nom hébreu c'est korim, ou alors en latin l'oculus, c'est-à-dire un petit espace, une niche, dans laquelle on pouvait disposer le corps. Une certaine période, environ 1 an, de façon à ce que la chair, la peau, la chair, tout ça disparaisse naturellement. Et ensuite, on rassemblait les ossements dans des petites boîtes qu'on appelle des ossuaires. D'accord. Et on pouvait à ce moment-là réutiliser donc la niche, la tombe, pour remettre un autre corps. Oui. Est-ce qu'il existait ce principe de caveau familial, comme l'on connaît en Europe, en Occident? Oui, c'est même l'essentiel des tombeaux de Jérusalem. Ce sont des tombeaux de petite dimension, donc creusés pour une famille. Oui. Alors après, il existait aussi, mais en nombre plus restreint, de grands tombeaux où on pouvait acheter juste une partie, sur une sorte de concession, un espace funéraire. D'accord. Alors là, cette découverte a quand même ceci d'intéressant, c'est que il y avait des noms, donc des inscriptions gravées sur ces ossuaires. Est-ce que c'était chose commune, ça? Oui, c'est la norme, ou presque. C'est-à-dire qu'on a quasiment autant de chances de trouver un ossuaire avec un nom que sans nom. Non, c'est fréquent. Oui. C'est très fréquent, oui. Et en ce qui concerne ce nom, Jésus, était-il fréquent à cette époque-là? Judas, Marie-Madeleine, est-ce que c'était des prénoms usuels? Alors oui, la plupart sont usuels.
Amos Kloner, qui est lui-même un archéologue israélien qui a étudié très précisément la nécropole de Jérusalem, relevait qu'il y avait eu jusqu'à présent 71 Jésus de trouver, c'est-à-dire d'ossuaires avec le nom de Jésus de trouver. Donc vous voyez, c'est quand même relativement fréquent. Oui, effectivement. Et en ce qui concerne le nom de Judas? Non, Judas, c'est à peu près la même chose. Oui. Si vous voulez, ce qui est troublant, c'est de trouver tous ces noms dans la même tombe. Mais il faut quand même signaler que dans la tombe en question, il a été trouvé 10 ossuaires. Ah, d'accord, oui, c'est pas... D'accord. Non, ce n'est pas que 4. Il y en a eu ils en ont trouvé 10. Oui. Et donc, vous en avez cité 4. Il y en a eu au moins 2 autres, avec des noms. Un qui était au nom de Joseph, si vous voulez. Oui. Et puis, donc, il y en avait encore un autre, dont je n'ai plus le nom, là, excusez-moi, sous les yeux. Oui. Un nom biblique également, ayant trait avec un grand personnage de la Bible? Qui aurait pu être, si on lit les textes d'une certaine manière, un des frères de Jésus. Ah oui. C'est-à-dire que dans Marc, en fait, il y a un passage où on citerait, en fait, des frères de Jésus, et on pourrait reconnaître le nom d'un des frères de Jésus. Thomas, non? Je sais plus, excusez-moi, parce qu'en fait, je n'ai pas, pas les informations sous la main. Alors, cette tombe a été découverte en 1981. La découverte de cette tombe remonte à 1981. Oui. Bon, depuis ce temps-là, quand on découvre, quand un archéologue comme vous, par exemple, rentre pour la première fois dans ce type de tombeau, quelle est la procédure exacte pour que tout se passe de manière rigoureusement scientifique? C'est-à-dire qu'en fait, on prend des photos et on fait des relevés des objets en place, c'est-à-dire tels qu'on les découvre, de façon à avoir des preuves et à ce qu'aucun indice ne puisse nous échapper. C'est-à-dire qu'après avoir prélevé donc ces ossuaires ou les objets, des fois on peut a posteriori se dire mais j'ai pas fait attention à tel point, et donc c'est pour ça qu'on fait beaucoup de relevés et de photographies pour justement avoir des traces de tout ce que l'on prélève. Donc ça, c'est au moment de la fouille, mais ensuite, si vous voulez, sur l'étude même des objets, spécialement sur les ossuaires. Donc les ossuaires comportent des ossements, donc on étudie ces ossements, et en général, on essaye de déterminer l'âge donc du décès, éventuellement les pathologies, les maladies du mort. Oui. Et puis après, on peut essayer de déterminer aussi l'âge, la date exacte des ossements. Mais bon, pour ce qui nous concerne, disons que la méthode n'est pas suffisamment précise. C'est plutôt l'architecture et les objets qu'on va trouver avec les morts, c'est-à-dire les céramiques, qui vont nous donner une date précise. Donc je vous dis à peu près à 50 ans près. Donc on a une fourchette d'1 siècle, en gros. Oui, très bien. Alors, ce genre d'étude prend combien de temps à peu près? Parce que je sais que l'archéologie est une science qui travaille avec énormément de minutie et de patience. Vous ne bougez pas un objet comme ça très rapidement. Il y a tout un tas de processus avant. Donc, tout ce processus est très lent, j'imagine. En réalité, ça dépend. Ça dépend du contexte. Ouais. En l'occurrence, la tombe qui a été découverte a été fouillée en urgence, puisque en fait c'est une trouvaille surprise, faite au moment de la construction d'un immeuble, donc par un bulldozer qui a éventré la tombe. Ah, d'accord. Et il a fallu fouiller en urgence. Donc dans ces cas-là, on a quelques jours au maximum. Et donc les archéologues israéliens ont dû se faire ça dans l'urgence, se dépêcher. Et voilà, donc ils ont récupéré ce qu'ils ont pu. Et effectivement, les conditions ne sont pas les meilleures, ça c'est certain. Oui. Donc la tombe elle-même, le lieu où ça a été découvert, a été maintenant enseveli dans les fondations d'un immeuble. Oui, à ma connaissance, oui. Ouais. D'accord. Il faut dire qu'à l'époque, ça n'a pas soulevé plus d'intérêt que ça, puisque, comme je vous l'ai dit, le nom de Jésus est très répandu, donc les archéologues n'ont pas réellement pensé qu'il y avait matière à s'émouvoir plus que ça. Oui, tout à fait.
Parce que en 1981, des archéologues, donc en plus habitués de ces lieux et de l'histoire qu'il habite, bien entendu, s'il y avait eu quelque chose de réellement époustouflant, on l'aurait su très rapidement. Très rapidement. Et puis, si vous voulez, ce qui a dû les gêner, tout de suite, c'est Judas, fils de Jésus. Ben oui. Parce que si vous voulez, donc comme ces noms sont fréquents, ils trouvent un Jésus, fils de Joseph, qui effectivement en soi est quand même intéressant, mais à côté de ça, un Judas, fils de Jésus, et à partir de là, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Ça peut être donc ça devait être quelqu'un d'autre. Oui. Simplement, ensuite, donc des chercheurs qui ont travaillé avec James Cameron se sont penchés sur un autre nom qui était Mariamne Emara, et ils ont réussi au bout d'un certain temps à trouver un texte du IVe siècle qui associait ce nom à Marie-Madeleine. Voilà. Donc c'est un petit peu comme ça qu'ils ont procédé. C'est-à-dire que eux ont émis le postulat que Jésus était bien le Jésus de la Bible, que par conséquent, s'il avait un fils, il fallait qu'il soit marié. Et évidemment, Marie-Madeleine était la candidate idéale. Et donc, je pense qu'ils ont cherché dans les textes, dans tous les textes, pour essayer de trouver donc une sorte de parenté entre ce nom inscrit sur l'ossuaire et le nom de Marie-Madeleine. Oui. Vous voulez dire par là que ces scientifiques, au lieu d'être ouverts à toutes les hypothèses et les sélectionner au fur et à mesure, les éliminer au fur et à mesure de l'avancement de leurs travaux, ont privilégié une hypothèse et ont cherché de quoi l'étayer? Oui. Si vous voulez, en soi, pourquoi pas, ça se fait. Simplement, une fois qu'on a étayé son hypothèse, il faut aussi vérifier que les autres hypothèses ne sont pas valides. Oui, c'est la démarche scientifique. Voilà, exactement. Ouais. Donc jusque-là, tout va bien, mais simplement, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites, sur lesquelles on a des interrogations. Vous restez avec nous, Jean-Sylvain Cailloux, Jean-Olivier Gransart-Desmond également. On s'accorde une pause et on se retrouve dans quelques minutes pour continuer cette enquête sur la découverte du tombeau de Jésus. Sud Radio, samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Bénédit, les aventuriers de l'étrange. Suite de l'enquête concernant la découverte du tombeau de Jésus avec plusieurs ossuaires et sur l'un il y a cette inscription Yehuda bar Yehoshua, c'est-à-dire Judas, fils de Jésus, ce qui est quand même assez surprenant. Deux archéologues sont mes invités ce soir, Jean-Sylvain Cailloux qui est en direct avec nous depuis Tunis et puis Jean-Olivier Gransart-Desmond. Alors Jean-Sylvain Cailloux, quand même, c'est la datation des ossements va avoir son importance et ce qu'a dit James Cameron, c'est qu'une étude de l'ADN est également en cours. Mais oui, c'est ce qu'on attend, puisque jusqu'à présent ils ont juste fait l'étude de Jésus, des os de Jésus et de Marie-Madeleine, pour montrer donc qu'ils n'étaient pas de la même famille et essayer d'établir un lien de mariage, si vous voulez, entre eux. Oui. Donc maintenant, il faut que sur les os concernant Judas, qu'il y ait des traces ADN communes à Jésus et à Marie-Madeleine à ce moment-là. Oui, et puis même il faut faire cette étude sur tous les ossements trouvés, parce que il y a aussi un ossuaire avec le nom de Marie, mais si vous voulez, l'analyse ADN peut nous montrer qu'il ne s'agit pas de la mère de Jésus, mais peut-être, ça pourrait être Marie qui aurait été la femme de Jésus ou quelqu'un d'autre, si vous voulez. En fait, il faut qu'on reconstitue, grâce à l'ADN, tout l'arbre généalogique de cette famille et des ossements donc qui ont été découverts dans ce tombeau. C'est indispensable. Vous, est-ce que ce genre de découverte, si cela vous arrivait à vous lors d'une des fouilles, vous ferait perdre votre sang-froid? Parce que là, quand même, déjà trouver un ossuaire du Christ, ça met à mal la résurrection, ce qui est la base même de l'Église chrétienne. Oui. Si vous voulez, ça peut pas laisser indifférent, parce que c'est vrai du coup, l'archéologie prend une puissance qui la dépasse quelque part, si vous voulez. Donc bien sûr, on peut pas rester indifférent à ça.
Mais d'un autre côté, c'est aussi pour ça qu'on fait de la recherche, c'est-à-dire que c'est un domaine privilégié, le domaine biblique, où jusqu'à présent, en fait, les textes étaient étudiés pour eux-mêmes depuis maintenant près un peu plus d'un siècle. L'archéologie est là pour confirmer ou infirmer la Bible. Ouais. Et donc, c'est particulièrement intéressant. Ouais. Quand on travaille, comme vous l'avez fait, sur Jérusalem et sa région, sur la Judée en règle générale, et que l'on fouille le sol, ça doit avoir une connotation complètement différente que de faire des fouilles, sans que ce soit péjoratif d'ailleurs, hein, mais dans l'Aveyron, dans le Cantal ou dans le Berry, ou dans notre Grand Sud-Ouest, parce que là, on touche directement à l'histoire de l'humanité. Bien sûr, bien sûr. Si vous voulez... c'est paradoxal parce que les vestiges archéologiques qu'on trouve en Judée sont finalement relativement pauvres par rapport aux pays environnants, que ce soit l'Égypte, la Syrie, la Jordanie, ou même le Liban. Et si vous voulez, ils sont tellement chargés de sens que, bien évidemment, ils ont également énormément de valeur. Et c'est ce qui rend d'ailleurs l'étude aussi difficile, c'est-à-dire qu'en fait, on demande énormément à des vestiges qui sont très peu importants. Ouais. Donc il y a beaucoup d'extrapolation. C'est aussi ça la danger, moindre pierre en Judée, découverte par des archéologues, a fait l'objet d'une dizaine ou une quinzaine d'hypothèses, de théories pour savoir si ça ne pourrait pas être tel endroit ou telle pierre de tel tombeau. Voilà, c'est perpétuel. Alors voilà, c'est comme ça. Enfin, en tout cas, c'est terriblement enthousiasmant quand vous êtes archéologue. Ah oui, ça j'imagine. Jean-Olivier Gransart-Desmond, dites-moi, quelle est votre opinion, vous, sur le fond de cette affaire? Le fait que James Cameron ait annoncé à grand renfort de médiatisation cette découverte, il en avait fait quand même un documentaire avant et un livre qui vont sortir juste après cette déclaration. Qu'en pensez-vous? Jean-Sylvain Caillou, en fait, il y a trop peu d'informations. Ne serait-ce que déjà, j'ai deux questions qui me sont venues, qui sont d'une part concernant les articles, puisqu'il parle beaucoup des attestations, des preuves, etc. J'ai cherché donc quels étaient les articles qui avaient été faits sur le sujet, mais c'est tellement récent que pour l'instant, le seul article que j'ai trouvé qui a été publié en dehors du rapport final d'un certain nombre de travaux sur l'ossuaire de James et la découverte même de la tombe, j'ai rien trouvé d'autre. Donc je ne sais pas si Jean-Sylvain pourrait nous en dire plus à ce sujet. Jean-Sylvain Caillou. Non, mais écoutez, à ma connaissance, il y a eu un rapport des archéologues israéliens au moment même de la découverte, enfin, disons dans les années qui ont suivi, je pense entre 81 et 85. Mais depuis, il n'y a rien eu, à ma connaissance, de plus précis jusqu'à ce que James Cameron donc s'empare James Cameron et son équipe s'emparent de cette découverte. Donc, enfin, on sent bien, si vous voulez, qu'ils veulent ménager un effet marketing, voilà, disons-le. C'est-à-dire que ça sent le business, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'on avance l'information, on la vérifiera après. Voilà, c'est le processus qui a été adopté. Oui. Ça, c'est anti-scientifique au possible, en fait. Oui, c'est anti-scientifique au possible. Oui, justement, comme il était précisé tout à l'heure, on va d'abord se charger d'accumuler les preuves et contre-preuves, comme l'a expliqué Jean-Sylvain, avec différentes équipes, et ce sont des travaux qui se font pas en 1 an ou 2 ans, puisque si je me trompe pas, le documentaire a commencé à être travaillé en 2005, quelque chose comme mars 2005. C'est ça. C'est beaucoup trop récent. Ouais. Surtout pour des documents qui sont aussi chargés. Puisque là, en plus, on n'est pas dans le contexte, vous parliez tout à l'heure du Da Vinci Code, on n'est pas du tout dans ce genre de contexte-là. On est dans le contexte où on a du matériel archéologique, où on a des experts qui peuvent travailler. Donc ça, c'est un travail de très longue haleine, surtout avec des objets pareils. Oui, mais quand même, on surfe sur la vague du Da Vinci Code, qui, rappelons-le, est un roman. Donc, c'est une fiction, c'est un roman, c'est pas un essai historique. Mais on surfe sur ce même type de vague au niveau du grand public. Le mariage entre Jésus et Marie-Madeleine, la descendance. Enfin, je veux dire, là, les ficelles sont les mêmes finalement. C'est ça le problème. C'est ça justement le problème, c'est-à-dire qu'auprès du grand public, effectivement, on surfe sur le même sujet, mais de façon complètement différente. Dans un cas, on a affaire à une fiction. Le Da Vinci Code est un roman, et ni plus ni moins qu'un roman.
même si, comme n'importe quel auteur, que ce soit d'ailleurs dans l'écrit ou pour des artisans, il faut bien qu'il y ait une inspiration qui vienne d'éléments qui a été glané, qui a été soit lu, soit entendu, etc. Donc forcément qu'il peut y avoir des relations, comme aussi le fait Christian Jacques avec ses romans, comme ça se fait aussi pour les romans dits historiques pour l'époque médiévale, ça reste des romans. Là, en revanche, avec l'histoire du tombeau de Jésus, on est confronté à un autre type d'utilisation des faits, puisqu'il s'agit là de matériel qui existe, qui peuvent être étudiés, qui commencent à être étudiés. C'est pas du tout le même registre. Dans un cas, on n'est pas dans l'ordre scientifique, dans l'autre, on l'est. Mais on manipule les faits, effectivement, d'un point de vue commercial, car à terme, peut-être que l'hypothèse qui est présentée sera validée. On n'en sait rien. Oui, si l'hypothèse est validée, ça va être un véritable séisme à l'échelle planétaire. Pas tellement dans le milieu scientifique, je pense que ça va être surtout le cas effectivement dans le milieu religieux, mais ce ne sera pas la première fois. Ça s'est passé déjà avec la découverte de la préhistoire au XIXe siècle, où par rapport à la religion, il ne pouvait pas y avoir d'histoire avant avant l'apparition des textes, avant le déluge, et il y a eu une controverse durant tout le XIXe siècle, avec, au final, aujourd'hui, dire que la préhistoire n'existe pas est une aberration. Oui. Y compris pour les religieux. Vous parlez de Darwin, évidemment. Non, je ne parle pas d'évolution des espèces. Oui. Je parle de tout ce qui a trait, en fait, à la pierre taillée, au silex, aux sociétés, en fait, préhistoriques en Europe, qui, au départ, n'étaient pas reconnues. Au départ, on considérait ces silex, c'était soit des pierres à fusil du 18e, soit c'était des pierres qui étaient tombées du ciel, mais ça ne pouvait pas être des silex taillés par l'homme. Ah d'accord. À cette époque-là, on pensait que l'histoire européenne commençait quand alors ? Elle commençait par rapport au déluge ou par rapport aux textes les plus anciens qu'on pouvait avoir. D'accord, donc toujours une référence biblique de toute façon. En l'occurrence, oui. Ah très bien, j'ignorais. Jean-Sylvain Cailloux, pour vous, en tous les cas, vous ne pouvez pas vous prononcer maintenant de manière complètement affirmative ou négative, mais cette affaire et ce battage médiatique initié par James Cameron sent probablement le soufre. Oui, sinon il aurait procédé différemment. C'est-à-dire que s'il était sûr réellement de son affaire, je pense que il aurait d'abord eu une publication scientifique accompagnée d'un reportage ou alors à laquelle aurait suivi un reportage. Mais le fait de présenter comme ça les éléments de manière incomplète, comme vous dites, ça sent le soufre. Tout à fait. Oui. À ce moment-là, vous avez eu, je suppose, vent également de faux concernant tout ce qui est apôtre et le Christ. Est-ce que il peut s'agir de faux ? En l'occurrence, non, a priori non. Les fouilles ont été faites dans les règles de l'art et cette découverte, donc en 1980 ou 81, n'a pas donné lieu un battage médiatique, donc il n'y avait pas de raison d'avoir des faux. En général, les faux sont faits lorsqu'il y a un enjeu. Dès le départ, d'ailleurs, dès les premières fouilles en Terre Sainte, en 1863, il y a eu des faux de faits pour accréditer une thèse. Donc c'est pas récent. Mais là, en l'occurrence, non, je ne pense pas. Tout est dans l'interprétation. Ouais. Vous restez avec nous, Jean-Sylvain Cailloux, Jean-Olivier Gransart-Desmond. Dans quelques minutes, nous revenons sur ce dossier passionnant de cette découverte de tombe dans laquelle il y avait des ossuaires. Sur ces ossuaires étaient marqués Jésus, fils de Joseph, Judas, fils de Jésus, Marie et Marie-Madeleine. À tout de suite. Sud Radio. Samedi et dimanche. 22h minuit, Louis Bénédit, les aventuriers de l'étrange.
Suite et fin sur l'enquête sur cette découverte du tombeau prétendument de Jésus, enfin d'un homme en tout cas qui avait comme nom Jésus, avec deux archéologues, Jean-Sylvain Cailloux et Jean-Olivier Gransart-Desmond. Jean-Sylvain Cailloux qui était en direct avec nous depuis Tunis. Jean-Sylvain Cailloux, on imagine que ça ne doit pas être facile de faire des fouilles dans Jérusalem, que ce soit intramuros ou aux alentours de Jérusalem, tellement c'est une région politiquement très sensible. Oui, non, tout à fait, c'est très difficile. Et il doit y avoir pléthore de demandes. Oui, enfin, ça se passe pas réellement, comme ça. Si vous voulez, vous avez un endroit qui est très très sensible, c'est l'esplanade des mosquées ou le mont du Temple. Ah oui, ça j'imagine que oui. Et alors là, en fait, des fouilles à cet endroit, ça gêne tout le monde, si vous voulez. Ça gêne les musulmans parce qu'ils ont peur qu'on trouve des vestiges juifs, et ça gêne les Israéliens parce qu'ils ont peur qu'on ne retrouve pas de vestiges juifs. Ouais. Donc c'est pour ça que en fait tout le monde joue au chat et la souris, et que à cet endroit précis, il n'y a pas tellement de fouilles. Ouais. Alors ensuite, donc les archéologues israéliens pratiquent des fouilles dans les règles de l'art dès qu'il y a des travaux, bien entendu. Il y a aussi des gens qui n'ont pas vraiment envie qu'il y ait des fouilles chez eux. Je parle des Palestiniens, mais je parle aussi en fait des congrégations religieuses qui ont de grands domaines tout autour. Et parce que si vous voulez, il faut bien comprendre, c'est que donc il y a quand même une partie de la ville qui est occupée, si vous voulez, d'après la législation internationale, et donc ça crée un vide juridique. C'est-à-dire que les Israéliens disent que évidemment c'est à eux de faire des fouilles en cas de découverte ou de travaux, mais donc ça pose un problème parce que ceux qui ne reconnaissent pas cette autorité ne veulent pas donc que les Israéliens fouillent. Donc, si vous voulez, tout est extrêmement compliqué. Oui, j'imagine. Pour dire les choses en deux mots, c'est pas extrêmement serein. Oui, je suis d'accord avec vous. Oui. Mais dites-moi, est-ce qu'il y a en tant qu'archéologue, est-ce que vous avez des rêves comme ça, des objectifs un peu fous? Moi, je suis totalement néophyte, donc je peux me permettre de dire des bêtises, et vous allez me dire si c'est une bêtise ou pas. Je sais pas, par exemple, le tombeau de Marie. Est-ce que ça reste un des entre guillemets Graal à découvrir à Jérusalem ou dans les environs de Jérusalem? Non, parce qu'on vénère c'est-à-dire qu'il y a déjà un tombeau officiel de Marie à Jérusalem, dans la vallée du Cédron, qui ressemble d'ailleurs beaucoup au Saint-Sépulcre, enfin en tout cas l'édicule du Saint-Sépulcre, c'est le tombeau officiel de Jésus. Et puis là je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais on pense aussi que Marie serait morte à Éphèse, et il me semble qu'on montre également son tombeau. Mais je voudrais pas m'avancer davantage. Donc si vous voulez, pour ce tombeau-là, en l'occurrence, il y a déjà pas mal de places. De prétendants, donc. Voilà. Pas mal de places de prise, oui. Mais à ce moment-là, un archéologue qui travaille à Jérusalem, son rêve, c'est quoi? C'est de retrouver quoi? C'est pas tellement, si vous voulez, dans la découverte précisément, c'est-à-dire que ça, pendant plus d'un siècle, ça a été effectivement comment dire, la carotte des archéologues, c'est-à-dire essayer de démontrer la Bible par une découverte. Bien sûr, oui. Et quand je dis depuis un siècle, c'est très peu en fait, ça remonte dès la période byzantine, finalement. Mais en l'occurrence, ça n'a pas marché. Et si vous voulez, ça fait depuis un siècle, on fait des fouilles, je dirais, quasiment scientifiques, et que ça ne marche toujours pas. Donc si vous voulez, maintenant le problème auquel est confronté l'archéologue, c'est d'expliquer pourquoi on ne trouve pas les vestiges qu'on devrait trouver. Donc c'est là où ça devient intéressant, c'est-à-dire que il y a toute une réflexion entre l'archéologie, les vestiges ou l'absence de vestiges, et les textes. Et donc c'est plus dans ce sens, c'est-à-dire comment les vestiges peuvent nous faire comprendre les textes, et comment on doit comprendre les textes,
que donc la recherche doit s'orienter et s'oriente, et c'est là où il y a les découvertes les plus intéressantes à faire. Si vous voulez, c'est plus tellement l'objet ou le lieu biblique auquel on ne croit plus, je dirais, mais plutôt le fait de démontrer, par exemple, deux archéologues israéliens ont signé il y a quelques années un livre qui s'intitulait La Bible dévoilée, où ils montraient que il y avait des points qui étaient cités dans les textes qui n'étaient pas possibles archéologiquement. Par exemple, la prise de Jéricho ou l'utilisation de chameaux par les patriarches. Donc, si vous voulez, ça amène à réfléchir d'une nouvelle manière sur les textes et sur l'histoire des Écritures. Oui. Tout à fait. Jean-Olivier Gransart-Desmond, pour un archéologue tel que vous n'avez pas eu le plaisir de vous rendre travailler ou de vous rendre à Jérusalem ou dans les environs. Non, parce que je travaille ni sur ces périodes, pour l'instant je n'ai jamais eu l'occasion de travailler sur cette période et dans cette région. Oui, mais vous avez eu l'occasion, en revanche, d'avoir entre les mains, puisque j'avais évoqué, et j'aimerais qu'on y revienne, ce dossier des faux. Vous me disiez, moi je vous disais qu'au Moyen-Âge, il y en avait beaucoup, c'était une véritable industrie, mais vous m'avez dit, pas que, encore actuellement. Oui, c'est-à-dire je faisais en particulier référence à l'affaire du Sésostris III, mais qui n'est pas ni sur la même zone géographique, puisque il s'agit de l'Égypte, oui, tout à fait, ni sur la même période de temps. Mm-hmm. Ce n'est pas moi qui ai eu entre les mains. Moi, j'ai suivi l'affaire parce qu'en fait, je travaillais avec la personne qui était l'expert de l'époque de M. Pinault, qui était Luc Vatrin. Oui. Et de quoi ça s'agissait-il exactement ? Il s'agissait en fait d'une statuette qui avait été achetée aux enchères à Drouot, qui a fait une grande controverse parce que certains égyptologues prêchaient l'authenticité, alors que au final, avec les contre-expertises qui ont été réalisées, on en est venu à la thèse d'un faux, et ça a été confirmé par des analyses aussi en laboratoire. Donc on se retrouve un peu dans la même situation justement que celle de la tombe de Jésus, au sens où il y a une partie qui a des arguments pour le faux, une partie qui a des arguments pour l'authenticité, et il est difficile d'arriver à démêler le vrai du faux parce que en tant qu'extérieur, moi j'étais en plein dedans, donc j'ai pu effectivement plus facilement avoir les données pour me rendre compte. Bien sûr. Mais pour les personnes qui étaient extérieures à l'affaire, qui n'avaient que les publications ou les avis des uns et des autres, c'était extrêmement difficile d'arriver à se rendre compte qu'en fait effectivement il s'agit bien d'un faux. Mais il a fallu combien de temps pour que la science puisse se prononcer, pour avoir un ordre d'idées chronologique, pour faire un parallèle avec les analyses qui sont en cours, par exemple? Alors, c'est pas uniquement une question scientifique là qui a été. Disons qu'il y a eu plusieurs choses en jeu. D'abord, M. Pinault étant quelqu'un qui a effectivement pas mal d'argent et étant directement impliqué dans l'affaire, il y a eu des sommes d'argent qui ne sont pas forcément dépensées dans un temps aussi court, comme ça peut être le cas pour de la recherche scientifique auprès d'organismes publics ou privés. Donc la recherche a quand même mis, si je me trompe pas, 4 ou 5 ans. Sachant que le débat en lui-même, le début de l'affaire, avait commencé en 98, si je me rappelle bien. D'accord. Donc, c'est-à-dire, et là, l'affaire n'est toujours pas, c'est-à-dire, auprès des tribunaux, il s'agit toujours d'une pièce authentique. Ce n'est qu'à l'intérieur de la communauté scientifique et des médias on reconnaît qu'il s'agit d'un faux. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça. On peut avoir plusieurs niveaux de compréhension et donc de retour d'information quand on s'intéresse à l'affaire. Oui. Est-ce qu'il y a eu, est-ce que vous avez eu entre les mains, enfin, ou entendu parler ou planché sur des dossiers concernant des faux qui concernent le Christ ou les apôtres ou les différents saints? Ça concerne directement notre affaire d'ailleurs, qui est l'ossuaire de Jacques. Oui. Dont Jean-Sylvain Caillou pourra certainement aussi nous parler, puisque donc cet ossuaire qui avait été acquis par Oded Golan, qui est un célèbre collectionneur israélien, a été présenté comme étant authentique. Puis il y a eu des études qui ont montré qu'en fait, si l'ossuaire pouvait être authentique, les inscriptions, l'inscription qui était dessus était elle récente. Ouais. Et il n'empêche qu'Oded Golan a été relâché, a été arrêté puis relâché. Il y a eu un documentaire qui était fait dessus. Si on doit comparer justement en termes de retour d'information auprès du grand public,
Le documentaire qui a été fait sur la pierre gravée du roi Salomon, qui montrait justement aussi le cas de l'ossuaire de Jacques, est aussi probant, on va dire, que le documentaire qu'a pu faire James Cameron quand on n'a pas les données en main. D'accord. C'est pour ça que c'est pas si simple pour des personnes qui n'ont pas accès aux informations d'arriver à faire la part du vrai et du faux, et que ça prend effectivement un temps très long. Mmh. Dans le cas de l'ossuaire de Jacques, qui a été utilisé dans le documentaire de la tombe perdue de Jésus comme étant authentique. On a évoqué à peine le fait que son authenticité a été remise en cause, mais ils n'ont pas fait la démonstration que il était effectivement authentique, si ce n'est qu'ils ont évoqué effectivement l'étude de la patine, mais qu'apparemment c'est pas fini non plus cette étude-là. C'est un peu comme pour l'ADN, c'est une affaire en cours. Ouais. Alors que dans le documentaire, c'est pas vraiment évoqué comme ça. Mmh. Jean-Sylvain Cailloux, à quoi ressemblait l'ossuaire de Jacques? C'était quoi comme objet, comme forme? Est-ce que vous pouvez nous le décrire? Oui, écoutez, ce sont en fait des petites caisses. Bon, alors les tailles varient, mais bon, disons pour les plus gros, je sais pas, ça fait quoi à peu près 70 cm peut-être de long sur 30 cm de large et une cinquantaine de centimètres de haut. Sont donc des caisses, une sorte de coffre en fait, taillées dans un calcaire très tendre qui ressemble un petit peu à de la craie, avec un couvercle donc, qui se pose simplement dessus. La plupart ont des décors géométriques en façade. Et puis donc une inscription sur le couvercle ou sur le côté. Si vous voulez, la dimension en fait elle est donnée par le plus grand os, donc qui est le fémur. Oui. Donc voilà, une fois que vous pouvez rentrer un fémur dans la boîte, eh bien voilà, vous avez la longueur de la boîte, et puis vous pouvez ensuite entasser tous les os qui restent. Oui. Et là, dans ce cas précis, l'ossuaire était authentique, mais l'inscription était largement postérieure à la datation de l'ossuaire lui-même. Écoutez, oui, à ma connaissance, en tout cas, disons que si vous voulez, ce type d'ossuaire vraiment est banal, on en a des centaines. Donc, pour tout vous dire, je ne suis pas très au fait concernant l'inscription. Je sais une partie au moins est fausse, si vous voulez. Je ne sais pas si l'inscription est entièrement fausse. Oui, c'est encore plus subtil que ça. Le faussaire a bien fait son boulot, si faussaire il y a. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, donc il y a le nom Jacques, frère de Jésus, si mes souvenirs sont bons. Donc la question, ce qui est incriminé, je crois, c'est frère de Jésus. Peut-être l'ensemble de l'inscription, mais je ne sais plus exactement. Bon, toujours est-il que on se base effectivement sur la patine, parce que n'importe quel faussaire un petit peu habile et maîtrisant un petit peu l'hébreu biblique, ce qui n'est pas non plus insurmontable, peut faire ce type de coup. Donc ça, c'est très facile à faire. Ouais. Jean-Olivier Gransart-Desmond, vous confirmez les propos de Jean-Sylvain Cailloux, c'est-à-dire que ça réside sur l'inscription, comme vous le disiez tout à l'heure, et une partie de l'inscription qui a été rajoutée après. Alors oui, sachant qu'effectivement il y a une étude qui, elle, s'était mentionné un certain nombre de lettres, sans mentionner l'inscription, quelle était la partie exacte, mais effectivement c'est surtout la seconde partie de l'inscription qui pose problème, sachant que cet ossuaire, on le dit provenir de la tombe dite de Jésus. C'est pour ça que c'est une affaire très délicate, parce que si c'est effectivement vrai, il y a aussi une mise en cause de l'acquisition de cet ossuaire, où il y aurait une violation en fait de la fouille, tout simplement. Et en même temps, dans ce qui est assez particulier à cette tombe, c'est l'ensemble des inscriptions. C'est-à-dire, si effectivement on peut avoir plusieurs Jésus, un Joseph, un Marie, etc., ça fait beaucoup effectivement. Donc c'est pour ça que l'affaire est pas simple. Et si on avait pu trouver l'ossuaire de Jacques, si vraiment cette pièce est authentique, à l'endroit en question, ça aurait rajouté un nom dans l'étude statistique qui a été proposée. Ouais.
C'est vrai que statistiquement, retrouver dans une même tombe des noms aussi de personnages aussi prestigieux de la Bible, Jésus, Marie-Madeleine et Judas, c'est en fait ça qui pose le vrai problème. Parce que sinon, si un nom avait été en dehors, bon, on aurait dit finalement les noms étaient tellement courants que il y a peu de chances pour que ce soit vraiment la vraie tombe de Jésus. D'ailleurs, l'autorité, j'ai un article sous les yeux, des antiquités israéliennes, a évolué proche de 0 la probabilité que la tombe de Talpiot, puisque c'est là où a été retrouvée cette tombe, soit celle de Jésus. Jean-Sylvain Caillou, en ce qui concerne la loi, à qui appartiennent ces vestiges retrouvés? Écoutez, bonne question, mon colonel. Oui. Non, normalement, ils appartiennent à l'autorité israélienne, normalement. Ouais. Mais après, je vous ai expliqué que d'abord, il y a des problèmes de législation, puisqu'il y a des territoires sur lesquels la législation est un petit peu, pour le moins, ambiguë. Ensuite, je ne connais pas suffisamment la loi israélienne pour vous répondre plus dans le détail. Mais normalement, si vous voulez, dans les grands pays industrialisés occidentaux, ce type de découverte appartient à l'État. Oui. Jean-Olivier Gransart-Desmond, si quelque chose est découvert sur le sol français, enfin lors de fouilles, ça appartient à l'État, c'est ça? Oui, alors ça dépend. Vous avez deux cas possibles. Soit effectivement c'est découvert dans une propriété qui n'est pas une propriété d'un particulier et ça appartient de facto à l'État, soit si c'est dans une propriété privée, oui. Vous avez normalement, à moins que c'est échangé, une partie qui va à l'État, une partie qui peut être conservée par le propriétaire, sachant qu'il peut y avoir une proposition pour acheter la partie qui concernait le propriétaire. Ouais. Il y a plusieurs SMS, parce que vous vous doutez bien évidemment que ce sujet passionne le grand public. Plusieurs SMS au 71 200 sont arrivés, dont un qui dit « Bonsoir, en supposant, c'est Serge qui nous envoie ce SMS, en supposant qu'il s'agisse bien de la tombe de Jésus, pensez-vous que l'Église ne ferait pas blocage ?» Votre opinion là-dessus, Jean-Sylvain Caillou, parce que là, comme on en revient à la question du départ, on touche à un domaine sensible. Oui, oui et non. Enfin, je veux dire, faut pas non plus. Faut pas être paranoïaque. Faut pas être paranoïaque. Je pense que de toute façon, blocage. Je crois qu'en réalité, c'est plutôt dans le sens inverse que ça se passe. C'est-à-dire que c'est plutôt, on a plutôt tendance à accréditer cette thèse parce que justement, ça bouleverse un petit peu les conventions et donc ça offre un espace de liberté supplémentaire. Mais jusqu'à présent, l'Église n'a pas fait blocage et sur d'autres sujets aussi. Donc puis je vois pas comment elle pourrait faire blocage, à vrai dire. De toute façon, l'archéologie est quand même quelque chose qui a double tranchant pour l'Église. Regardez tout simplement l'affaire du suaire de Turin ou même des reliques. La tunique d'Argenteuil. Voilà, si vous voulez, l'Église n'est pas toujours opposée à l'archéologie, même si elle démontre parfois donc que les reliques sont fausses ou que les lieux sont faux. Oui. D'ailleurs, je ne pense pas qu'elle pourrait faire autrement dans ce cas précis, puisqu'elle n'a pas il faudrait qu'elle use de diplomatie, mais ça serait quand même, ça serait difficile. Oui, Jean-Olivier Gransart-Desmond, votre opinion sur cette question? Bien, non seulement elle n'y est pas forcément opposée, mais en plus elle y travaille, on va dire, parce que depuis 2 siècles déjà, faut pas oublier qu'une bonne partie des archéologues qui ne portaient pas ce nom à l'époque, qui étaient plutôt des historiens, c'était des prêtres. Oui. Donc, la préhistoire, par exemple, justement, qui a remis en cause un certain nombre de croyances, a été l'abbé Breuil, c'est un prêtre. C'est un préhistorien. Oui, effectivement. Pour conclure, dernière question arrivée par SMS et également au 71 200 que je vais vous poser à tous les deux. Jean-Olivier Gransart-Desmond, votre conviction, comme on dit dans le domaine juridique, votre intime conviction, tombe de Jésus ou pas? En tant que scientifique, je ne travaille pas avec des convictions. Excellent. Avec des arguments. Et il se trouve que pour l'instant, effectivement,
Le problème majeur de cet appel au peuple, on va dire, c'est que il n'a pas pris le temps justement d'une recherche scientifique avec des articles publiés où on peut avoir non seulement avoir les données, mais surtout parce que ça c'est un des gros problèmes qu'il y a dans le documentaire, j'ai pas lu le livre, et dans les quelques articles que j'ai pu trouver sur Internet, qui est pas forcément une référence, c'est comment ces données ont été étudiées. C'est-à-dire que comment ont été faits les prélèvements, quels ont été les choix, quelles ont été les personnes qui ont travaillé dessus précisément. C'est pas forcément toujours très clair. Donc, pour l'instant, j'attends justement, et je pourrais attendre peut-être 10 ou 20 ans, parce que avec un tel sujet, c'est possible que ça mette un certain temps, d'avoir plus d'informations, plus d'arguments, et surtout d'arguments publiés, pour être assuré du sérieux de l'information. Oui. Jean-Sylvain Caillou. Si vous voulez, moi, je partage tout à fait l'opinion de Jean-Olivier, simplement pour les mêmes raisons, je dirais que pour le moment, j'ai plutôt le sentiment que c'est bidon, si vous voulez, dans la mesure où, c'est-à-dire qu'on attend, tant qu'on n'a pas eu de plus d'éléments, ça paraît peu crédible. Voilà. Merci en tout cas à tous les deux de nous avoir accordé de votre temps. Jean-Sylvain Caillou en direct donc depuis Tunis. Bonne fin de soirée, Jean-Sylvain. Merci, bonne fin de soirée à vous. Merci, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Jean-Olivier Gransart-Desmond, merci beaucoup. Et écoutez, si vous êtes d'accord, je ferai appel à vos talents et à votre connaissance du domaine archéologique pour d'autres dossiers concernant l'archéologie, si vous le voulez bien. Avec plaisir. Merci beaucoup, Jean-Olivier. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedy, les aventuriers de l'étrange. C'est la fin de l'émission. On se retrouvera bien entendu avec grand plaisir samedi et dimanche prochain. Je vous souhaite une excellente semaine à l'écoute des programmes de Sud Radio. Dans quelques instants, la rediffusion des émissions de la journée. Alors, si vous voulez nous joindre pour différents témoignages concernant les phénomènes paranormaux, eh bien, n'hésitez pas, vous le savez. Vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale, les aventuriers de l'étrange, au 0826 300 300. Vous pouvez également nous contacter par mail, étrange@sudradio.fr, étrange@sudradio.fr. Merci à Mathieu qui signe la réalisation de cette émission, Morad qui est au standard et Pierre Massias qui m'aide à construire cette émission. Et puis pour réécouter cette émission ou celle de samedi ou les autres, rendez-vous sur le site psylande.org où vous allez pouvoir écouter en direct ou télécharger sur internet toutes les émissions des aventuriers de l'étrange. Psylande.org, PSILAND.org. Bonne fin de soirée et rendez-vous samedi prochain.